Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonjour, je suis Dominique Cordier, nous sommes réunis au Cardinal, 5 places de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e pour un nouveau numéro de Radio Balance. Avec nous, Julien Philippon. Salut Julien. Salut Dominique, bonsoir à tous. Dans quelques instants, les actualités avec vous Julien. Quelques petits chevaux pour le week-end, les chevaux pour les courses de galop. Le galop, ce sera les pronostics a eu l'amabilité d'enregistrer Gilles Barbarin depuis Ascot, où il est depuis le début de la semaine. On parlera d'ailleurs d'Ascot avec Julien Philippon. Le trot, ce sera avec Alexandre de Koopman et Kevin Romain. Vous savez, il y a une grosse journée de trot dimanche avec la journée des champions. 4 groupes 1, les 3 belles courses pour les générations des 3, 4 et 5 ans au trot monté. Le prix René Ballière, cela avec Alexandre de Koopman et Kevin Romain du Parisien aujourd'hui en France. Nous aurons notre invité au téléphone, c'est Jonathan Van Merbeek, qui se fait plaisir puisqu'il a engagé ses meilleurs chevaux dans les groupes 1 pour les 3, 4 et 5 ans au trot monté. Bref, un sommaire assez riche. On va commencer tout de suite avec vous, Julien. Oui, il ne faut pas oublier que va nous rejoindre d'un moment à l'autre Julien Mirabel, celui-là qui est le directeur des opérations de Jockeys qui vient d'ouvrir sa marketplace. Il nous en dira un peu plus. Julien, l'actualité de cette semaine, c'était finalement assez calme. On peut peut-être commencer avec un superbe prix Diane et une belle lauréate, Sparkling Plenty, c'est son nom, élevé par Jean-Pierre Dubois, propriété de Jean-Pierre Dubois, entraîné par Philippe Cotier et disons-le par Cédric Rossi, si on lit entre les lignes ce qu'a déclaré Jean-Pierre Dubois. Patrice, j'ai dit quoi ? Patrice Cotier, pas Philippe. Ah, c'est pas Philippe. Oui, c'est Patrice Cotier. Merci Samy Boisa de me reprendre. Si on lit entre les lignes ce qu'a déclaré à Jour de Galop lors de la conférence de presse qui est consécutive à ce prix de Diane, Jean-Pierre Dubois, les deux sont à l'entraînement. C'est un secret pour personne. Il n'y a pas de prête-nom. C'est ce qu'a bien voulu dire Jean-Pierre Dubois. En tout cas, on a vu une belle lauréate. Il n'y a qu'à voir son rating pour voir qu'elle ne souffre d'aucune comparaison. Une belle lauréate que nous avons vue, Julien Philippon, à Chantilly dimanche dernier. Oui, elle était à l'arrière-garde dans la ligne droite. Elle est venue en dehors et comme on aime bien le voir, elle a traversé l'opposition, même si à 100 mètres du poteau, elle a un petit peu cafouillé. Elle a un peu cafouillé en se perdant un peu dans son action. Il a fallu que Tony Picon, quitte à être un peu moins esthétique, l'empoigne vraiment pour qu'elle vienne s'imposer, mais de façon à la fois plaisante et surtout, à mon sens, peu peuvent nourrir des regrets dans cette course, donc la meilleure a gagné à mon sens. Une course assez limpide, il y a peu de malheureuses, effectivement. Est-ce que elle faisait partie des pouliches en vue à votre sens et à vos yeux, Julien Philippon ? Disons qu'à posteriori, c'est facile à dire. Je pense que si j'avais fait un prono, je l'aurais mis 6-7e avec un petit peu le doute de l'avoir vue à Lente, des courses qui s'enchaînent un peu les unes sur les autres et du fait qu'il faut plutôt la monter à l'arrière. Mais en tout cas, a posteriori, dans ce lot qui était ouvert, elle faisait partie des 6-7 pouliches qui étaient placées pour s'imposer. Elle avait été très malheureuse dans la poule d'essai. Voilà. Ce qui semble assez intéressant avec les chevaux venant de Marseille, de Jérôme Régnier et de Patrice Cotier, c'est que c'est des chevaux qui sont capables d'un peu d'encaisser leurs efforts. Là où avant, des gens comme Jean-Claude Rouget nous disaient qu'il fallait 5-6 semaines pour se remettre entre deux courses, les chevaux semblent être capables d'enchaîner les efforts. Donc j'imagine que dans l'entraînement, on dose beaucoup plus, avec peut-être on évite de remettre trop de galop entre les courses ou des canters peut-être quotidiens. Peut-être qu'on allège un peu le travail d'entre-courses pour courir de façon un peu plus régulière aux courses. Alors ce qui faisait peur, si j'entends les uns et les autres, aux entraîneurs de Chantilly ou de Maison Lafitte, c'était les déplacements. Pour ces gens-là, il n'y a pas de souci. Je veux dire, ils sont capables d'aligner les allers-retours sans s'en ressentir en compétition. Alors, je sais sur quel chemin vous essayez de m'emmener. Non, je vous emmène nulle part. C'est vrai que je suis comme tout le monde, j'écoute, j'entends ce qui se passe, je sais des problèmes qu'il y a eu dans les affaires autour de Calas et même un peu ailleurs. Malheureusement, aujourd'hui, c'est des affaires qui sont pas jugées. Et moi, ce que je trouve le plus déplorable dans la situation actuelle, c'est que la justice est d'une longueur, c'est où les gens sont coupables ou pas coupables. Dans l'histoire Cédric Rossi, je trouve que c'est un peu une hypocrisie. Son nom, Cédric Rossi, est donc
pour l'instant présumé innocent. On accepte qu'il soit, il faut bien qu'il vive et qu'il gagne sa vie. Donc qu'il soit salarié de tolère l'écurie cette de situation, Patrice Côtier. qu'il soit salarié de Patrice Côtier, mais on n'accepte plus qu'il soit en non-entraîneur. Moi, il y a des choses auxquelles je tiens assez. Enfin, il y a deux choses qui me gênent dans tout ça, dans plusieurs affaires, que ce soit dans l'affaire Boudot, que ce soit dans l'affaire, c'est ce qu'on appelle très simplement la présomption d'innocence, qui dès qu'on parle du monde hippique ne semble ne plus pouvoir s'appliquer. Et ce qui me gêne, c'est que si on ne veut pas appliquer la présomption d'innocence, il faudrait au moins qu'on soit capable, à mon sens, de prononcer un jugement beaucoup plus rapide pour éclaircir à la fois les concernés et les opposants et ne pas se retrouver dans des situations ubuesques comme celle dans laquelle on est maintenant depuis plus de 2 ans pour Cédric Rossi, depuis plus de 3 ans dans l'affaire Pierre-Charles Boudot. C'est une folie comme la justice met son temps à livrer son verdict et des verdicts qui nous permettraient évidemment de voir plus clair dans toutes ces situations. Donc, moi, je me mets à la place de Cédric Rossi. Il a le droit aujourd'hui d'être assistant entraîneur de Patrice Côtier et c'est bien. Enfin, je trouve légitime qu'il puisse exercer le maximum que le droit lui permet d'exercer. Après Patrice Côtier, on sent bien réellement que c'est pas juste quelqu'un qui appose son nom sur le programme. Il a son rôle à jouer dans le team, comme vous pouvez avoir un Jean-Bernard Roth qui est l'assistant de Jean-Claude Rouget, qui aujourd'hui est tout à fait capable de prendre en charge la quasi-totalité de ce que faisait Jean-Claude Rouget à l'heure actuelle. Donc je suis pas étonné de voir que 2-3 personnes de toute façon sont assez capables de gérer. C'est juste que ça met les gens dans un flou. Et comme vous l'avez dit sur les choses de Marseille, moi à titre personnel, je cours très régulièrement mes chevaux. Alors vous allez me dire c'est des chevaux de 26 de valeur, mais ce qui est valable pour un 26 de valeur peut très bien être valable pour un bon cheval. C'est-à-dire que quand je sais que je vais devoir par exemple courir un cheval à Vichy le 15 août et peut-être à Deauville le 25 août, et ben je vais faire un entraînement adapté au fait qu'il va devoir recourir à 10 jours. Je vais adapter la situation. Donc peut-être il est tout à fait possible aussi que dans les mœurs on était resté sur une seule façon d'entraîner les chevaux et que le cheval est peut-être plus cabotin par nature et qu'il y a peut-être d'autres façons de faire. Notamment les trotteurs sont capables eux d'enchaîner à répétition des courses pendant le meeting d'hiver sans que ça gêne personne. Non, je parlais surtout du transport parce que ça faisait peur souvent le transport. Et là, en plus d'aligner, on se souvient de Sauternes qui pratiquement courait, on va grossir le trait, mais tous les 8 jours, avec un déplacement Paris-Marseille, et elle ne se ressentait de rien. Le transport. Alors vous allez rire, j'ai une explication qui vaut ce qu'elle vaut, et vous avez le droit de me la rejeter en bloc. Mais vous savez, les chevaux, il y a ce qu'on appelle le poids de forme pour un cheval. Et on va dire que si son point de forme est par exemple de 480 kg, vous avez deux façons, une fois qu'il a couru, de le ramener, c'est ou de le retravailler pour l'amener à ce que vous allez juger être son poids de forme. Quand vous transportez un cheval, et ça m'est arrivé notamment alors sur un voyage beaucoup plus long en Corée, en avion, comme le font les chevaux de Coolmore, en fait, vous avez une perte de poids. Donc, si vous calculez votre poids 8 ou 10 jours avant et que vous choisissez le poids de forme sur lequel vous allez emmener parce qu'à cause d'un déplacement, en gros, ce que je veux dire, c'est que des chevaux peuvent s'alléger naturellement par un déplacement plutôt que de devoir être travaillés dans des canters le matin sur des pistes qui ne sont pas toujours satisfaisantes. Et vous allez, à chaque effort, prendre le risque d'abîmer de nouveau un autre cheval. Encore une fois, on est tous persuadés qu'il y a une seule façon d'entraîner les chevaux et ces gens-là ont su s'adapter. Et qui ne dit que cette façon-là, de courir un cheval tous les 15 jours, comme en meeting d'hiver, un trotteur est très habile à courir tous les 15 jours, rien ne dit que c'est pas une meilleure chose que de voyager, de s'alléger en termes d'eau et donc du coup d'atteindre son poids de forme, mais pas poussé par le travail, poussé par le déplacement. Voilà, elle vaut ce qu'elle vaut, mon explication. Mais en tout cas, les résultats sont pour l'instant probants. Donc, écoutez, je ne fais que constater. Écoutez, merci de ces indications. Oui, ça vaut ce que ça vaut. Samy, vous intervenez quand vous voulez. Non, si on peut passer, on a fini pour ce sujet-là. Vous êtes pressé? Pourquoi? Non, pour passer à une autre chose dans la réunion qui m'avait plu aussi. Dites-nous. Julien, on a vu la victoire de Delius pour Jean-Claude Rouget, qui reste invaincu. Qu'est-ce que tu en as pensé de sa victoire dans cette course-là? C'est assurément un cheval qui progresse, un cheval qui a un physique tout à fait atypique, qui manque, qui a un équilibre un peu précaire, notamment parce que la piste était un petit peu plus souple à certains endroits. Je suis un peu comme Miguel Blancpain, c'est pas un cheval qui me fait rêver, mais je fais beaucoup plus confiance aux gens qui vivent avec lui au quotidien et à Christophe Soumillon qui le montait. Eux ont l'air d'être dithyrambiques sur ce cheval qui a une progression évidente. Après, son style, c'est pas port de tête très haut, je sais pas comment dire, je suis un peu un puriste et c'est pas les chevaux qui dans son balancier avec le port de tête très haut me transportent, mais ça sera pas ni la première ni la dernière fois que je me planterai en essayant de définir qui est un bon d'un mauvais cheval. Enfin, je dis pas que c'est un mauvais cheval, mais je le vois pas gagner un Arc de Triomphe, si c'est la question sur laquelle vous voulez m'emmener. Donc maintenant, c'est Grand Prix de Paris, j'imagine, le prochain objectif? Selon Jean-Bernard Roth, il disait que c'est un cheval qui avait
beaucoup besoin de temps entre les courses et qui était un Ah. tout jeune cheval. Il craignait un peu la course du 13 juillet cette année, avec le risque qu'un jour la forte chaleur arrive et que ça soit un peu surprenant pour les chevaux. L'Angleterre. Donc ça paraît être l'option, c'est l'option logique, mais peut-être qu'en termes de timing, on n'est pas exactement dans le bon timing pour ça. Voilà qui est dit. On va prendre le chemin d'Ascot avec les Queen Anne, où on avait 2 partants, Facteur Cheval et Big Rock. Et, Non, c'était Horizon Doré, non? Non, Facteur Cheval, non, c'est bon, oui, mais c'est ça. Non, Horizon Doré, c'est pas ça. Non, non, ouais, c'est bon. Attendez, Je vais se couper pour- c'est vous en plus, c'est vous l'anglophile de nous deux. Hein. Il parle anglais couramment. Je pensais à Zarakem, c'est pour ça. Non. Je parle bien des Queen Anne, où on avait Facteur Cheval sur 1600 mètres ligne droite et Big Rock. Et on a vu un Big Rock qui ne fut que l'ombre de lui-même. Oui, le même qu'on avait vu à Newbury. Malheureusement, le cheval apparemment a énormément henni au pré-rond. Il a tourné vraiment fortement mal. Mal, mais M-A-L-E, donc et par nature mal dans ses M-A-L dans ses prestations. C'est visiblement plus du tout le même cheval que l'année dernière. Après, il n'a pas le terrain lourd qui l'aide beaucoup dans sa façon de faire, mais visiblement le passage de 3-4 ans ou le changement d'entraînement lui a absolument pas été profitable. Et Facteur Cheval a malheureusement, a posteriori, Maxime, qui pensait probablement avoir un bon dos avec Big Rock, s'est retrouvé peut-être dans le mauvais convoi. Et alors, je ne sais pas s'il aurait fini beaucoup plus près, mais la mauvaise performance de Big Rock a emmené dans sa perte, a contribué à emmener dans sa perte Facteur Cheval, puisque après il a fallu changer de trajectoire à Ascot, ce qui est vraiment pas évident. Et dans les Prince of Wales, on a vu un échouage, c'est comme ça qu'on dit. Voilà, Blue Rosen. Bien sûr, 7e. Ouais, donc Blue Rosen, effectivement, visiblement ça va pas dans cette écurie-là où c'est des chevaux qui étaient purement des 3 ans et qui ont du mal à passer le cap. Non, mais ça c'est rare quand même. On parle pas de Oisier. Hein. On parle d'une lauréate du Prix Diane et on parle d'un deuxième du Prix du Jockey Club. Hein. Autrement dit, on parle pas de chiens. Et là, on a quand même eu 2 chevaux. On avait des Ferrari l'année dernière. On a des Lada cette année. Il s'est quand même passé quelque chose. Oui, mais on voit ça, vous regardez ça parfois chez André Fabre. Malheureusement, ça arrive. C'est une jument Blue Rosen qui a beaucoup donné à 2 et 3 ans. Je reviendrai pas sur ce que tout le monde a dit, mais ça paraissait complètement aberrant et ça prouve quand même qu'il y a une patte personnelle. Et heureusement, c'est presque glorifiant pour le métier d'entraîneur. Je veux dire, vous retirez en début de saison des chevaux qui ont été nourris d'une façon, qui ont été entraînés toujours d'une façon, qui ont été montés par toute une équipe qui a été aux petits soins, et d'un seul coup tout va bien et vous prenez ces chevaux et vous les mettez ailleurs. Ça ne fonctionne pas toujours, surtout que sans faire du tout injure à Mauricio Guarneri, qui est un entraîneur qui gagne des courses, mais il a eu peu de chevaux capables d'aller à ce niveau-là. On sait que Christopher Red est quelqu'un qui travaille extrêmement dur ses chevaux, ils étaient préparés pour faire toute une année, mais ils ont peut-être beaucoup donné l'an dernier et tous ces changements ont peut-être été négatifs. Voilà, là encore, je me garderai bien de... On s'interrompt pas. Bien évidemment, on s'interroge bien évidemment sur... Après, ça les regarde bien. Chacun fait bien ce qu'il veut avec les chevaux qu'il a et avec l'écurie qui est la sienne. Mais on s'interroge quand même sur la manière dont fonctionne cette écurie Yegada Centurion. On était l'année dernière chez Christopher Red. On passe chez Mauricio Guarneri, qui certes gagne des courses. Il n'en gagne quand même pas beaucoup. C'est un peu comme si Mbappé, plutôt que d'aller signer au Real, allait signer à Guingamp. Vous voyez, il y a quand même une différence de niveau. C'est un avis personnel, mais je pense que c'est une écurie à un élevage où le représentant dont le nom m'échappe, la personnalité la plus importante de cette Kazakh, quelqu'un qui a peut-être pas mal d'ego, qui doit penser que en fait ces croisements suffisent à faire gagner des chevaux. Leopoldo Fernando Pujals. Exactement. Et donc je pense que voilà, c'est quelqu'un, disons, qui s'est pas tellement imprégné de ce qui s'est fait dans les grandes années des courses hippiques et qui pense que, comme ça se fait beaucoup en ce moment, qu'on peut passer les chevaux d'une maison à une autre. Voilà. Je sais pas trop quoi dire sans jeter la pierre à Mauricio Guarneri. Donc voilà, le fait est que les chevaux ne sont plus au niveau de l'année dernière. Et Blue Rosen avait fait une rentrée à peu près convenable dans Ispahan qui pouvait laisser augurer du mieux. Et visiblement, le mieux n'est pas au rendez-vous, bien loin de là. Puisque l'on parle d'Ascot, j'ai vu que c'était les Queen Anne, donc disputés par Big Rock et Facteur Cheval, était support de Big 5 au détriment des courses françaises. Je n'ai rien contre si on ajoute, mais pas qu'on remplace. Et là, on est allé faire un Pic 5 en Angleterre plutôt qu'en France.
Et ça m'a choqué. Ouais, ça reste encore très particulier. Et j'ai vu un autre truc aussi qui m'a beaucoup choqué la semaine dernière. Il y a eu un Pic 5 où il y avait plusieurs inédits dans la course. Oui, mais ça c'est nouveau aussi. On met parce que c'est des tout courses. ça, alors bien sûr qu'à à l'échelle des courses, vous allez perdre 10 000 euros dans le jeu dans un Pic 5. Mais en fait, moi, ce qui me fait mal, c'est le message que ça véhicule potentiellement à des joueurs. C'est un espèce de message de mépris pour le joueur que je trouve, même si un Pic 5 fait entre 80 et 120 000 euros selon où il est placé en début, en fin de mois ou en début ou en fin de réunion, c'est juste le message. Quel est le message que vous envoyez aux joueurs quand vous leur dites que vous les prenez assez pour des cons pour leur dire vous allez jouer sur le jeu de combinaison sur une course où il y a un maximum de chevaux sur lesquels vous ne pourrez pas avoir d'informations ou disons peu. C'est un vilain message, quoi. C'est dommage. Alors, j'ai pas trop étudié la journée parce que moi, je me faisais souvent prendre à partie quand j'étais dans la cellule d'optimisation, quand il arrivait quelque chose. Et c'est souvent à l'occasion d'âpres débats, enfin, pas d'âpres débats, mais de faute de choix possibles que parfois on se rabat sur ces courses-là. Mais qu'on prenne une course de 3 ans ou de jeunes chevaux, parce que finalement, elles sont plutôt lisibles, c'est pas une connerie. Mais par contre, prendre une course où il y a beaucoup d'inédits, c'est juste le paradoxe que je trouve insupportable pour un quintet ou un Pic 5. Ouais, de même que hier à Longchamp, on avait le prix du musée Rodin, sans doute une belle course, un beau Méden, mais c'est un Méden pour ceux qui savent, et le turfiste moyen ne sait pas. On ne peut pas savoir, parce qu'il n'a peut-être pas les connaissances nécessaires pour étudier l'origine d'un cheval qui n'a couru qu'une seule fois. L'inédite, la seule de la course, elle était non partante. Il en restait tout de même 11 sur lesquels jouer. Et quand on ne sait pas, on ne joue pas. Et quand on joue et qu'on ne gagne pas, on a l'impression de s'être fait avoir. Et alors après, voilà, de façon tout à fait honnête, le Pic 5 est un jeu qui fait une très petite part de marché dans la totalité d'une journée. Mais encore une fois, ce qui me gêne plus, et ce que me semble ne pas se rendre compte l'institution, c'est tous ces messages petit à petit qui sont véhiculés et qui font que petit à petit, on semble nous montrer peu d'empathie pour les joueurs et peu d'envie de bien faire à leur égard. Comme hier, on termine avec ce prix du musée Rodin, gagné par Hugo Boutin, qu'on salue avec Saint-Elvira. Et puis dans le fond, c'est une arrivée avec les 4 favoris. 1, 2, 3, 4, je ne sais pas combien il fait. Je ne peux pas dire que de faire ce choix-là est un mauvais choix, puisque c'est quand même une arrivée qui a été beaucoup plus limpide qu'on a dans certains handicaps. Et en toute honnêteté, je pense qu'il ne faut pas envoyer que des Pic 5 qui vont faire 10 000 avec des arrivées totalement introuvables et indéchiffrables. Mais c'est plus le côté, je crois que c'était pas vraiment celui-là que je voulais faire référence, mais un qui a eu la semaine dernière, c'est le côté prendre des courses avec des inédits en Pic 5. Ça, pour moi, c'est niette de la même façon que ça ne devrait pas pouvoir exister dans un quintet. On a même réussi de toute façon à mettre, à nous sortir un quintet d'Auteuil avec des inédits. Alors, vous voyez, oui, c'est ça. De la même manière que pour moi, on ne devrait pas courir un quintet au trot avec je ne sais pas combien d'émojis rouges, donc des mecs qui viennent se balader et tout. Tout ça contribue petit à petit à donner une mauvaise image de ce que décident nos institutions pour les parieurs. De toute façon, il faut être clair. Je pense qu'au fond, on n'a jamais supporté d'être financé par les parieurs et on sert bien mal nos clients. C'est-à-dire, on regarde ces gens comme des gens qui ne servent qu'à donner leur pognon, mais qu'au fond, l'aristocratie, on va dire, qui est à l'origine des courses, n'a jamais vraiment supporté d'être servi par le bas peuple qui va jouer. Et tout ça est une certaine façon de le marquer en continuant à ne penser qu'à nous, entre guillemets, je m'inclus dedans parce que je suis avant tout un socio, presque avant d'être un joueur, et c'est assez dommage, tout ça est fait au détriment. Je vous donne par exemple Auteuil qui aujourd'hui ne veut plus du tout lâcher ses samedis en disant puisque c'est comme ça, on garde tous nos samedis. Alors le problème par exemple, c'est pas de courir tous les samedis à Auteuil au printemps, c'est que si vous courez à Auteuil, et Gilles va être le premier à dire, je ne veux pas qu'on court à Auteuil en même temps que Saint-Cloud. Ça veut dire que Saint-Cloud qui est capable de faire 2 ou 3 millions de recettes le meilleur jour pour le course par course qui est le samedi, si jamais vous pouvez pas courir, si on vous oblige à courir à Auteuil, vous pouvez pas ouvrir Saint-Cloud ou Longchamp face à Saint-Cloud. Et qu'est-ce qui ferait les meilleurs enjeux pour la totalité de l'institution? Ça serait de mettre la belle réunion de plat le samedi face à celle de trot et celle d'obstacle éventuellement un peu plus tard. Mais comme on est obligé, parce que l'obstacle ne veut plus rien lâcher, de courir tous les samedis à Auteuil, vous vous privez de super recettes que vous pourriez faire le samedi en plat, quoi. Tout ça pour contribuer que là on est en train de partir de plus en plus contre les joueurs et contre l'intérêt général, et j'ai bien peur que tout ça parte
un peu plus en Alors, cacahuète. pour le moment, les chiffres ne se ressentent pas. Je vous disais un point sur les chiffres. On a fait, depuis le début du mois, on est au mois de juin, depuis le début du mois de juin, on est à plus 1,5 sur le marché domestique, plus 14 à l'international. Mais là où on s'aperçoit qu'il y a un vrai souci, c'est que le quintet, la nouvelle formule du quintet n'a pas pris. On est à moins 5 régulièrement. Et c'est là sans doute qu'il faut, c'est à cause de ce quintet qu'on peut expliquer la baisse que l'on connaît depuis le début de l'année et qui vaut à l'institution des courses en son ensemble, qu'elle soit aristocrate ou issue du peuple, d'être en crise. Mais de toute façon, aujourd'hui, le quintet, c'est un jeu qui, à l'époque où les gens étaient mal informés ou moins bien informés, c'est un jeu. Mais aujourd'hui, les institutions, en fait, encore une fois, je vous souligne à chaque fois le trait, quand nos institutions s'inquiètent très fort de la baisse d'enjeu au quintet. La baisse d'enjeu, en fait, c'est un jeu où les joueurs sont taxés entre 35 et 40%. Donc, en fait, en gros, c'est de vouloir que son parieur, qui est son client, paume le plus possible. En fait, les institutions veulent se graisser sur les parieurs. C'est-à-dire, c'est donner le quintet, c'est le jeu qui ne donne, pour ainsi dire, quasiment aucune chance aux parieurs, hormis les 15 ou 20 mecs qui vont jouer 2 euros, qui vont gagner une fortune. Donc en fait, quand l'institution se désole de voir que le quintet baisse, moi je me désole pas du tout, je suis heureux, ça veut dire que les parieurs ont compris qu'ils ne pouvaient pas jouer contre un jeu qui a aussi peu de contrepartie, de chances de gagner en pourcentage, si vous voulez. Donc je suis fier que les parieurs se désintéressent du quintet. Vous me verrez jamais pleurer une seconde sur la baisse du quintet. Moi aujourd'hui, je milite que pour une chose, c'est-à-dire le plus d'enjeux possible, le moins taxé possible. Voilà ce qui pourrait résoudre nos deux camps. En fait, nous, on veut des jeux où on plume le parieur au maximum. Et je pense que vous allez pas tarder à entendre une hausse, encore une fois, qui va être encore bien arrangée et bien mélangée. Mais vous allez voir que le quintet va pas tarder à être taxé, à mon avis, encore un petit peu plus tard, quoi. Donc voilà, pour moi, en fait, c'est un jeu, les parieurs s'y désintéressent parce que c'est ce qu'on appelle, vous savez, comme pour la météo, l'effet ressenti. Évidemment que je vous taxe à 35 ou que je vous taxe à 32%, au jour le jour, vous n'allez pas vous en rendre compte. Mais au fur et à mesure, si vous allez jouer votre billet de 20 € tous les jours, à un moment, vous allez en avoir plein le dos de jamais toucher, ou quand vous touchez quelque chose, vous allez toucher 4 € quand vous en jouez 20. Donc en fait, le jeu qui est trop taxé ne donne aucune chance aux parieurs de se refaire. Aujourd'hui, pensons pour notre premier client et donnons le maximum de taux de retour pour notre parieur et on va le refidéliser comme ça. C'était la première phrase du bouquin qui était magnifique de cette personne, Joseph Holler, qui a inventé le pari mutuel, et il y avait une phrase magnifique au début du livre dont l'auteur m'échappe, qui disait magique infini, moins je taxe, plus je touche. Et c'est exactement ce que je pense du pari hippique. Il faut moins taxer pour qu'il y ait plus d'enjeux et plus de recyclage, et ainsi de suite. Oui, mais Julien, le problème, c'est qu'il se désintéresse du quintet mais il ne joue pas les autres courses. Exactement, il n'y a pas de transfert, il n'y a que des abandons. C'est là, là je vous trouve un peu dur, parce que si vous regardez quand même les parts de marché du simple depuis 6-7 ans, moi je trouve qu'il y a un transfert. Alors évidemment, il y a un transfert aussi vers le pari hippique, vers le pari sportif, qui n'existait pas il y a 20 ans, et ça nous arrangeait bien, parce qu'évidemment, il y a beaucoup plus de gens qui s'intéressent au football qu'aux courses hippiques, de façon spontanée. Mais aujourd'hui, moi, je trouve que, justement, quand je vois comment baisse le quintet, qu'on arrive quand même, à part ces 3 premiers mois de l'année, mais le reste du temps, on arrivait quand même à afficher plutôt des plus très légers, mais c'était pour moi déjà un transfert du quintet vers le simple ou vers les jeux au TRJ beaucoup plus favorable pour le joueur. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, Sylvain, vous avez raison, lorsque au début des années 2000, on a baissé considérablement le prélèvement sur le jeu simple, c'est là que le jeu simple, c'était sous l'ère Bélinguier, président du PMU, c'est là que le jeu simple est devenu le jeu numéro 1 devant le quintet, alors que là, c'était le quintet à l'époque qui était jeu numéro 1. Vous restez avec nous, Julien. On va accueillir Julien Mirabel, directeur des opérations et cofondateur du réseau social Jockeys. Salut Julien. Je crois que votre micro marche. Je teste. Voilà, ouais, il a bien testé. Bon. Il a bien testé, c'est magnifique. Bon, Julien, on vous retrouve dans 3 minutes. Avant de nous quitter, Julien Philippon, quelques petits chevaux pour les réunions. Vous le savez, Gilles Barbarin a enregistré des pronostics pour les réunions de Compiègne et Lyon-Paris, notamment pour ce week-end. Mais vous avez repéré des petits chevaux également de votre côté. Alors, vite fait, le 108 Astral Way, qui est une débutante, Francis Graffard, qui, je sais, travaille bien. Comme souvent les graffards en débutant, donnez-vous 2 chances pour arriver à vos fins, ou 3 chances, c'est pas toujours le premier coup le bon, mais c'est une pouliche assez intéressante. Dans la deuxième, je viens de réclamer une pouliche qui s'appelle Ewa, elle monte de 2 catégories, elle me déplaît pas le matin, mais j'ai évidemment trop peu de recul pour la juger. La troisième, j'ai un très gros bruit sur le poulain de Christopher Red qui débute, qui s'appelle Ucto, qui est un peu son bon poulain du moment à débuter, donc le 306 Ucto. Dans le quintet, j'ai toujours mon cheval de cœur Barbade, qui malheureusement trouve à chaque fois du terrain très souple, et je continue mon abonnement, mais j'aimerais bien qu'un jour il ait du terrain un peu moins lourd,
mais je pense qu'il est tout près de trouver sa course et même en terrain un peu souple. Évidemment, Présage Nocturne va partir à 2,50 et c'est tout à fait mérité compte tenu de cette dernière course. Et j'ai adoré la dernière course de Tarajal qui, même si 6e sur 6, a jamais pu trouver l'ouverture dans la ligne droite dans un lot tout à fait correct à Marseille. Je pense que cette course est un peu la course visée et son propriétaire est tenant du titre de ce quintet-là la dernière. Dans la 5e, du bout du stylo, le 8, mais je les aime pas beaucoup ces pouliches. La 6e, le Grand Prix est magnifique. Je dirais 1, 2, 6, 8, 9 à fermer en Super 4. Mon favori sera le 9 Magnatique qui a fait une rentrée que je jugerais très sage. Dans la 7e, mes 2 chevaux sont 2 rentrants. Le 7 Inside Matters, qui est un vrai bon cheval, mais malheureusement pas couru cette année, donc très difficile pour moi de savoir où il en est. Et à très grosse cote, j'avais aimé un cheval qui s'appelait Marcellus, sur lequel j'avais un peu des bruits en débutant, le numéro 3, et qui n'a pas couru depuis 8 mois, mais son entraîneur est suffisamment habile pour faire une bonne rentrée, et le lot me semble assez faible. J'avais des bons bruits, en tout cas, suivez ce cheval. Voilà. Dans la 8e, j'aime As 7, 8, 9, et le 11. Avec je suis assez confiant sur A7, 8, 9. Ah ben voilà. Et dans la 9e, le 6 Sogint et derrière le 5 Barbadin et le 3, voilà pourquoi. Et juste vite fait, 4 chevaux à Lyon, le 202 Don Deal, le 301 Révolutionnaire on a eu la chance de lever l'autre jour et qui a vraiment bien confirmé. Je le vois vraiment battre facilement, enfin je le vois mieux que la Guapissima. Et dans le Grand Prix, j'aime beaucoup le 606 Lord Achille qui a préféré privilégier ce Grand Prix de Lyon contre le Grand Prix de Compiègne où il avait gagné la préparatoire. Et dans la 7e, le 3 Aiken. Ben voilà qui est dit. Vous restez peut-être avec nous, Julien, ça vous intéresse ou vous êtes avec plaisir, je veux bien écouter en fond. Mais c'est intéressant ce que va nous dire Julien Mirabel. Avant ça, on va mettre un petit tacle à la cité de course de Bordeaux-le-Bouscat. On y était cette semaine à Bordeaux-le-Bouscat pour la 7e étape du Grand National du Trot. Alors, c'est pas spécifique à Bordeaux-le-Bouscat, mais il y a quand même un vrai problème dans ce circuit du Grand National du Trot, qui est un beau circuit, le Tour de France des trotteurs. On le dit régulièrement sur Radio Balance. C'est une vraie belle invention qui existe depuis 1982. C'est pas neuf, mais c'est toujours palpitant. Chaque année, sur l'hippodrome, il y avait 3 pelés intondus. On est quand même à Bordeaux, dans un grand pôle régional. On a eu la même expérience à Marseille. On avait une étape à Marseille-Borelli. Vous y étiez, Samy Boisa. À Lyon-la-Soie aussi. 3 pelés intondus. Lyon-la-Soie, c'était 3 pelés intondus. Alors, de deux choses l'une, soit les courses que Guillaume de Saint-Seine, le président de France Gallo, aimerait replacer dans le cœur des Français, on va en parler avec Julien Mirabel dans quelques instants, ont vraiment du travail à faire pour reconquérir ce fameux cœur des Français, et notamment dans les grandes villes françaises, parce que la désaffection du public sur ces hippodromes-là, comme à Paris, elle est cruciale. Mais je pense qu'il y a gros de communication à faire pour dire d'attirer de nouveau le public pour ces grandes courses que sont les étapes du Grand National du Trot, qu'il s'agisse de celles qui ont lieu à Lyon-la-Soie, à Lyon-Paris, à Marseille-Borelli. Au Croisé-la-Roche aussi, on a eu ce problème-là. Pas grand monde quand même au Croisé-la-Roche pour une étape du Grand National du Trot. Mais Dominique, le mercredi, vous faites quoi Enfin, je veux dire, si vous êtes une personne normale, le mercredi après-midi, il y a quand même de fortes chances que vous soyez en train de bosser. Enfin, si vous êtes comme 70-80% des Français. Oui, d'accord, mais vous faites venir les familles. C'est ce jour-là où il faut faire venir les familles. On a Julien, quand même des enfants. J'étais à Saint-Brieuc l'année dernière, il y avait 10 000 personnes. Saint-Brieuc, 10 000 personnes, parce que... Il y a des hippodromes, effectivement. Il faut donner les étapes peut-être aux... Parce qu'il y a des présidents de sociétés de course qui se sortent les doigts du cul pour faire venir le public. Et dans les grands hippodromes, les grands pôles tels qu'on les connaît, on aurait pu parler de Toulouse également, on a quand même l'impression que les présidents, pour faire venir le public, se contentent juste de tourner la clé dans la serrure, d'ouvrir la porte en disant « Venez mes amis ». D'ailleurs, dans le même sens, Dominique, j'ai une réflexion, après je vous embête plus. Allez-y. J'ai une réflexion sur hier soir à Longchamp. J'avais pas participé à un jeu XD depuis au moins 1 an, il me semble, enfin pas cette année, j'y avais pas été. Et je trouve qu'on rate un truc, mais alors moi par contre, je fais vraiment partie des gens qui pensent que les jeux XD sont une immense et une magnifique invention. Mais alors hier, je suis arrivé, donc j'étais placé un peu plutôt côté musique. Et il n'y a aucune interaction avec le spectacle court. C'est-à-dire qu'il y a juste le commentaire. C'est-à-dire on entend la cloche du départ et le commentaire est diffusé. Même pas l'arrivée n'est annoncé par le speaker qu'on remet la musique à fond. Et alors qu'en fait, pour moi, si on branchait depuis la sortie du rond Equidia en son sonore sur tout l'hippodrome, on coupe la musique, on prépare les gens à leur expliquer ce qui va se passer pendant 5 minutes, la course, l'arrivée, jusqu'au retour du cavalier vainqueur, on l'interroge, et là on recoupe, on remet 20 minutes de musique jusqu'à la course suivante. Je pense qu'on gagnerait énormément en interaction avec le public, on leur montrerait vraiment ce qui se passe là, parce que je suis allé me balader un peu, on sent que les gens ont envie d'en savoir plus, mais là en fait ils ont 2 minutes de course le commentaire, et d'un seul coup on leur remet la musique, donc en fait on fait tout pour ne pas chercher à attirer leur attention sur ce que sont les chevaux de course. Et pour le coup, Equidia
à mon sens, c'est à la portée de quasiment, même si c'est un vocabulaire un peu particulier, mais Equidia est très facilement compréhensible, même pour des gens un poil novices, et vous mettriez 5 minutes d'avant-course, 5 minutes d'après-course, je pense que ce serait absolument parfait. C'est dommage. Mais le vocabulaire sur Equidia, ça s'apprend. C'est-à-dire que non, mais quand je dis le vocabulaire, ce que je veux dire, c'est bien sûr qu'il y a des mots qui sont plus difficiles à coller dans notre microcosme, à comprendre pour tout un chacun, mais néanmoins, au contraire, le vocabulaire, c'était plutôt positif. Ce que je voulais dire, c'est que le vocabulaire utilisé par Equidia pour les chevaux de course est quand même très compréhensible pour quelqu'un qui n'aurait pas une connaissance accrue, comme vous et moi, ou comme Samy, des chevaux de course. Donc, c'est vraiment dommage de ne pas capitaliser mieux sur ce moment-là. Julien Mirabel, à votre discours opiné du chef, d'ailleurs, il faut rappeler que Jockeys est partenaire de ces jeudis de Longchamp, Julien. Oui, on est partenaire officiel des jeudis. On a un stand sur chaque jeudi. Je vous invite à y venir. À ce sujet-là, moi, il y a une chose qui m'horripile et qui m'énerve, c'est que désormais, sur l'hippodrome, on présente plus de la course, venez de le dire, mais très rarement, on vous donne l'arrivée une fois qu'elle est arrivée. Hein. Alors, ça n'a rien à voir parce que c'était pas hier à Longchamp, mais hier après-midi, il y avait la Gold Cup à Cheltenham. On a entendu à Ascot. À Ascot, on avait la Gold Cup d'Ascot. On a attendu l'arrivée pendant 5 minutes sur Equidia, hein, alors qu'il y a 4 personnes sur place. C'est-à-dire qu'il y a 4 bras cassés d'Equidia à Ascot sont incapables de vous dire qui sont premier, deuxième, troisième, quatrième. Le jumelé, on l'a eu, le troisième et le quatrième, on a attendu ça pendant 3 minutes. C'est inadmissible. Et surtout, les chevaux étaient éparpillés, on pouvait le voir. Quand tu as personne sur place, tu peux louper l'arrivée. Mais quand tu as des journalistes, ils sont 4 quand même. Il y en a bien un qui peut donner l'arrivée tout de suite pour qu'on la donne aux téléspectateurs. Ça me semble la moindre des choses. Et souvent, lorsque vous allez sur les hippodromes maintenant, vous n'avez plus l'arrivée. Avant, il y avait... Vous n'avez pas connu... Si, vous avez connu ça, peut-être, Julien, dans les années 80, on avait encore ça. On avait eu un tableau de marque. Sitôt l'arrivée connue, on avait premier, deuxième, troisième, quatrième. C'était fait à la main avec des plaques. Et après, on a eu l'informatique qui est arrivée. C'était tout de suite digital. Maintenant, on n'a plus rien. Maintenant, c'est Equidia qui fait tout. Mais comme ils ne savent pas faire et que les médias officiels de l'hippodrome ne transmettent pas les arrivées, on a quand même un vrai déficit d'information. La moindre des choses qui est due par l'organisateur au client, c'est qu'une fois la course est arrivée, de lui donner l'arrivée. Ça me semble... C'est pas demander la lune quand même. Ouais, en tout cas, je pense que vraiment pour les années à venir, alors même si vous allez me dire que sur un hippodrome, parfois il y a 200 ou 300 personnes, je pense que le salut des courses passe de toute façon par arriver à repeupler un maximum les champs de course. Alors, si aujourd'hui c'est 50 un lundi à Saint-Cloud ou 100 entrées payantes, il faudrait être capable d'en faire 300 ou 400. Mais je pense que quoi qu'il arrive, et ça a peut-être été un mauvais calcul à un moment où on a fait juste tourner la machine à enjeu et on pensait qu'on pouvait limite courir les courses à huis clos, je pense que si vous voulez que des gens investissent aux courses, il faut que le spectacle course sur hippodrome ou l'expérience course sur hippodrome, que ce soit pour les parieurs ou pour les entraîneurs, soit beaucoup plus savoureuse et satisfaisante que ce qu'on a à l'heure actuelle. Et quoi qu'il arrive, je pense que les courses finiront par finir au carton si on n'essaye pas d'améliorer l'expérience course. Vous savez bien que personne n'essaie d'améliorer. Hein, ils sont très contents de ce qu'ils font et vous n'avez qu'à vous débrouiller. On est dans l'à peu près tout le temps partout. Dans l'à peu près. Voilà. Je suis moins sévère que vous, mais parfois. Mais moi je le vis tous les jours. Je vais éventuellement, ça va vous surprendre, je vais aux courses plus souvent que vous. Hein, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Non, ce que j'aimais en retenir, c'est ce que disait toujours Guillaume Macaire, que je trouve très pertinent là-dessus. C'est là où je vous rejoins pas, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes idées, et je trouve que ce qui manque très souvent, c'est la coordination qui permet une bonne mise en musique des bonnes idées. Il y a toujours plein de monde pour faire des audits, pour faire des sondages, pour faire des trucs comme ça, mais quand il faut mettre par bon sens des bonnes idées en s'associant les uns les autres, les groupuscules, les groupes les uns les autres, et tous mettre en musique sans, je dis bien sans se tirer dans les pattes les uns les autres, c'est toujours un petit peu plus complexe. Mais je trouve que ça manque pas d'idées, mais la mise en musique est toujours pénible. Julien Mirabel, lorsque vous nous écoutez, vous devez nous trouver très sévères et Julien Philippon et moi, et peut-être inquiet pour Jockeys qui est en pleine phase de lancement puisqu'on vient d'ouvrir la marketplace. Alors en fait, au contraire, moi c'est un constat que j'ai fait depuis un moment. Et pour moi, le jeu, vous connaissez, hein, ça fait 15 ans que vous êtes dans le gourbi, hein, vous avez été trader chez Française des Jeux, vous êtes passé par chez Unibet, bref, vous savez de quoi on parle. Absolument. Et moi, en fait, j'ai eu l'analyse inverse. Je pense qu'il faut disrupter le plus possible et il faut apporter des nouveaux usages pour séduire de nouveaux publics. Si on veut que les hippodromes soient pleins, il faut, et c'est tout le sens de Jockeys, que les hommes soient mis en avant, parce que le public a besoin de vibrer et de partager et de croiser des regards avec des champions. Et aujourd'hui, les jockeys ne sont pas du tout assez mis en avant. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec Jockeys.
Ça a été votre pari. Alors, on va commencer, avant de parler en détail de jockeys, commencer par se faire l'avocat du diable. Vous, votre jeu, on va en parler, est un peu l'équivalent, pour ceux qui connaissent cet univers-là, de Sorare. On est bien d'accord. D'ailleurs, en regardant le site de Sorare et votre signalétique, on parle le même langage, on va s'adresser au même public. En revanche, pour ce qui concerne les courses, il y a un projet dont j'ai oublié le nom qui n'a jamais vu le jour. On a du mal du côté, on va le dire, on a du mal du côté des Queens. Qu'est-ce qui va faire que vous allez vous arriver à tirer votre épingle du jeu dans ce marché, sans parler de ce qui est à mes yeux un scandale énorme, c'est les 7 millions d'euros mis à la poubelle par le PMU avec Stables. On pense aux socioprofessionnels qui ont du mal à joindre les deux bouts chaque fin de mois, une fin de mois qui débute malheureusement de plus en plus tôt, comme dirait Coluche. C'est vrai. Coluche, il disait chez nous, la fin du mois, c'était difficile, surtout les 30 derniers jours. Et là, on s'en approche. Il avait toujours de bonnes formules, c'est vrai. Non, nous, l'élément différenciant principal, c'est ce que je viens de dire, c'est que nous, le jeu est basé sur les jockeys. C'est pas qu'on n'aime pas les chevaux, au contraire, il n'y a pas de souci. Mais on a fait un constat simple, c'est que pour attirer de nouveaux publics, pour répondre à des usages de jeunes, il faut 2 choses. Il faut une fréquence de jeu. Et ça, c'est génial parce que les courses l'offrent naturellement, mais les jockeys l'offrent en fait. Quand vous prenez Maxime Guyon et Eric Raffin, ils font plus de 1700 courses par an, alors qu'un cheval court 10, 15 fois par an et moins. Et potentiellement est envoyé en reproduction au bout de 4 courses. Enfin, il y a beaucoup d'aléas. Donc nous, on est parti sur les jockeys à 100%. Et donc là, ça c'est la première raison, c'est la fréquence de jeu. Et la deuxième raison, c'est l'identification. Il n'y a aucun sport où on ne s'identifie pas à des champions. Et s'identifier à des chevaux, surtout quand on n'est pas fanatique de course hippique à la base, c'est absolument impossible. En revanche, s'identifier à Maxime Guyon ou à Eric Raffin ou à Brivard, c'est beaucoup plus facile. Pour des gens novices. Et si on veut attirer, vous parliez tout à l'heure de la complexité des dialectes, des mots spécifiques qu'on emploie sur Equidia et encore plus ici ou sur Jour de Galop ou 24 heures au trot, c'est vrai que faire lire 24 heures au trot par un novice, il va rien comprendre, alors que lui montrer quelqu'un sur une carte, afficher des stats d'une façon moderne qu'il a l'habitude de voir sur d'autres produits tech, là il va comprendre et là il va s'y intéresser. Et pour moi, l'avenir des courses, c'est évidemment pas que jockeys, mais dans 20 ans, je pense que on pourra se reparler à ce moment-là, ça aura totalement changé et les jeux modernes auront pris la place, logiquement, sur un jeu qui est aujourd'hui sous forme de pari, qui marche très bien encore, ça fait beaucoup de chiffres, il n'y a aucun problème, mais qui a besoin de se renouveler, de se digitaliser, de changer et de répondre aux usages des jeunes. Est-ce que vous trouvez, alors vous jockeys, vous avez bien compris que c'était, pour ceux qui connaissent Sorare, c'est un échange de cartes virtuelles. Certaines ont plus de valeur que d'autres. On compose sa main et ensuite on regarde les courses pour voir si sa main gagne ou perd. Je résume, vous irez voir tout cela sur le site. Là, je vais me faire l'avocat du diable, comme souvent. C'est que vous me parlez de Maxime Guyon et d'Éric Raffin, ce ne sera pas leur faire injure qui sont un peu connus par leur mère. Alors si je parle à ma maman qui ne joue pas aux courses d'Éric Raffin, de Maxime Guyon, on ne sait pas de quoi on parle, mais c'est ma maman, elle a 80 ans. Un jeune qui ne s'intéresse pas aux courses ne connaît pas Maxime Guyon, ne connaît pas Éric Raffin. En revanche, il connaîtra peut-être Christophe Soumillon, il connaîtra peut-être Olivier Pellier, je dis bien peut-être, il connaîtra sans doute Éric Saint-Martin. On a quand même un vrai problème par rapport aux têtes d'affiche qui n'en sont pas réellement. Ils gagnent des courses, mais personne ne les connaît. Parce que, de leur côté aussi, la faute en incombe en premier lieu à leur manière de voir leur métier. Ils montent à cheval, ils descendent de cheval, ils rentrent chez eux. Ils ne font aucun effort de communication et de promotion de leur activité. Ouais, et Jockeys veut absolument changer ça. Et ça, c'est important. Il y a 2 aspects dans la réponse. La première, c'est que, évidemment, comme tu le dis si bien, ils ont une routine extraordinaire. Moi, j'appelle ça une routine extraordinaire. Ils font quelque chose d'extraordinaire. Ils travaillent tous les jours. Mais ils sont non-stop. Voilà. Et je discutais encore hier avec Maxime à Longchamp, qui partait aujourd'hui, qui revenait demain, il fait des milliers de kilomètres par semaine. Ils ont 0 temps. Et donc ça, il faut que ça change. Et ils n'ont pas le temps de communiquer. Donc il faut qu'on communique à leur place. Et le deuxième pan de la réponse, c'est en fait assez simple. C'est que c'est par l'usage qu'on crée la notoriété. Aujourd'hui, il y a des gens sur Jockeys qui connaissent absolument rien aux courses, mais qui voient les statistiques. Et Maxime Guyon
est le meilleur au plat aujourd'hui. Et donc, ils vont regarder les stats. Tous les jours, ils vont voir sa carte, ils vont acheter sa carte, ils vont se l'approprier, ils vont s'identifier. Et demain, quand ils iront aux courses, ils demanderont un autographe à Maxime Guyon. C'est-à-dire qu'on starise par l'usage et non pas par voir un match de foot pour les footballeurs, par Ce exemple. qu'on avait remarqué avec Stable, justement, parce que Stable, on a dit que ça avait coûté très cher à l'institution, très cher, je suppose, aux joueurs qui n'ont pas réussi à revendre leurs cartes, j'imagine, mais surtout, ça avait ouvert les courses. On avait réussi, grâce à Stable, ça a intéressé aux courses des personnalités qui ne savaient pas du tout de quoi on parlait. Ça, on me l'a dit en interne. Est-ce que vous arrivez à intéresser aux courses des joueurs plus au fait de produits comme Sorare? Ouais, alors nous on est sorti, la marketplace a ouvert le 14 juin, donc ça fait 6 jours. Oui. Donc c'est un peu C'est pour court. ça que vous êtes là d'ailleurs. Ouais, c'est un peu court pour donner des statistiques. On a un peu plus de 2000 inscrits en 6 jours, ce qui est quand même pas trop mal. En tout cas, c'est fidèle à ce qu'on attendait. Et aujourd'hui, on le voit sur nos réseaux, sur le Discord, sur Instagram, sur Twitter, etc. Il y a quand même beaucoup de gens qui viennent du gaming, c'est-à-dire qui viennent justement de joueurs C'est Sorare. un autre univers qui vient voilà. vers nous. Et on a aussi des aficionados des courses hippiques qui trouvent l'idée, je vais pas dire géniale, mais au moins disruptive et intéressante et différente. Julien, vous étiez, vous, sur Equine. Je ne sais pas si vous avez acheté des cartes de Stables, peut-être? Non, pas Stables. Pas Stables, vous êtes sur Equine. Est-ce que vous êtes intéressé aux produits que lance Julien Mirabel et son équipe? Mais en tout cas, j'ai regardé un coup d'œil, mais en fait, j'ai pas compris une chose. La chose peut-être la plus basique, c'est est-ce que je peux gagner de l'argent si je l'argent, réussis, toujours en gros, l'argent, si je cherche Julien. 100 € pour m'acheter mes cartes, et si à la fin du jeu je suis bon, est-ce que je pourrais me faire un virement de 300 €, ou est-ce que en fait le but c'est vraiment un jeu ludique et enfin tout simplement pour son plaisir? Julien Mirabel. Ouais, alors en fait, je vais répondre très simplement. C'est un Jockey, c'est un JONUM, c'est un jeu objet numérique monétisable. C'est une loi qui a 1 mois, donc c'est tout récent. On attend encore La fameuse loi dont on attend les décrets d'application. Absolument. C'est ça, ben voilà. On attend encore les décrets d'application, et puis avec ce qui se passe au gouvernement en ce moment, on n'est plus dans une zone grise en tout cas. Voilà, un peu plus longtemps. Il y a un cadre légal. Il y a un cadre légal, et du coup, on attend les décrets d'application, je le répète, et donc on ne fera pas, nous, de gains en argent réel. C'est-à-dire que quand vous allez participer avec les compétitions qui sont quotidiennes sur Jockeys avec vos cartes numériques, vous n'allez pas gagner d'argent directement. En revanche, vous allez gagner tous les jours, en fonction de vos résultats, d'autres cartes numériques. Donc admettons que vous faites une compétition et que vous gagnez la carte de, je sais pas moi, de Eddy Ardouin. Et ben cette carte de Eddy Ardouin, vous avez complètement le choix de la garder dans votre Jockeys Club, dans votre équipe, pour être de plus en plus performant et faire de plus en plus de compétitions au fil du temps. Ou alors, vous pouvez la revendre sur le marché secondaire qui est interne à Jockeys. Vous n'avez pas besoin de sortir de la plateforme ou d'aller sur un exchange décentralisé. Vous le faites directement sur jockeys.com. Et là, effectivement, si vous vendiez Eddy Ardouin 20 €, vous pouvez vous faire un retrait de 20 € sur votre compte bancaire. Donc, on peut monétiser dès aujourd'hui, dans l'absolu. C'est un jeu à objet numérique monétisable. Voilà, on est bien d'accord. Est-ce qu'il a répondu à votre question, Julien? Très clairement. Très clairement, magnifique. Vous avez regardé justement ce que faisait Jockeys, Julien Philippon? J'ai regardé comme ça de loin, mais justement, c'était vraiment pour moi la principale attente. Alors, je me mets pas dans une strate supérieure, mais je veux dire, moi, je suis plutôt un homme de jeu d'argent. Donc, à partir du moment où c'était quelque chose de juste ludique, je pense que j'ai déjà un niveau suffisamment technique sur les courses hippiques pour ne pas faire des jeux pour l'honneur, on va dire, pour pas faire une. Là, c'est pas pour l'honneur. Si vous êtes bon, vous allez pouvoir gagner. Disons que je suis assez qualifié pour aller je dirais pas au PMU directement. Je pensais que ça s'adressait plus à des personnes qui voudraient apprendre les courses un peu différemment par le jeu hippique et non pas par le pari hippique, ou effectivement d'autres gammes de parieurs. Maintenant, moi, ce qui m'amuse, c'est que si je dépense 100 et que vous me donnez l'espoir d'en gagner 200, pourquoi pas, ça peut tout à fait m'intéresser. Si c'est un jeu stratégie où on peut gagner sa vie, quand je dis sa vie, c'est un bien grand mot, mais où on peut gagner quelque chose, ça m'intéresse plus. Julien Mirabel, le timing, c'est quoi? Là, on a ouvert la marketplace, on est en phase d'envol. Enfin, on a pris un peu de retard. Je vous avais reçu il y a 6 mois. On avait donné un calendrier qui a pris 2 mois de retard à peu près. 2 mois de retard. 2 mois de retard. On devait sortir cette marketplace, on aurait dû l'ouvrir en avril. On est au mois de juin. Quelles sont les grandes étapes à venir? Eh bien, on va sortir les premières compétitions vont démarrer mi-juillet. Voilà, il y aura 3 compétitions dans chaque rareté chaque jour.
Donc, je rappelle que Jockeys fonctionne sous la forme de ce qu'on appelle des game day et des game week-ends, c'est-à-dire qu'avec 6 game sessions par semaine, des game day lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et un game week-end qui englobe du coup les résultats du samedi et du dimanche, et donc des récompenses tous les jours pour toutes les compétitions par rareté. Et il y aura donc 3 compétitions, la classique tous les jours, où vous allez pouvoir faire des équipes donc, de 7 jockeys et drivers, c'est-à-dire mélanger pour la première fois, et ça aussi c'est assez disruptif dans le monde des courses, mélanger dans votre équipe Maxime Guyon avec Abrivard et James Reveley par exemple. La galop où vous pourrez mettre 7 jockeys de galop, donc plat et obstacles inclus, et la trot où vous mettrez 7 drivers ou jockeys de trot. Vous faites quoi à 16h45 aujourd'hui? Là, il est à peu près 15h51. Vous êtes devant la télévision? Non, à 16h45, j'ai un call à 17h très important. Il y a un call à 17h très important. Je parle de ça parce que dans votre actionnariat, il y a l'un des créateurs qui s'appelle Tony Parker, qui a Ramatuel qui court les Coronation. Je sais. Chacun Clément est parti. Mais j'ai Clément comme envoyé spécial pour m'envoyer la vidéo et le texto. Qui était hier à Longchamp. Plus sérieusement, pourquoi pas plus d'implication de Tony Parker dans le lancement de ce projet? On ne l'a pas vu lors des Jeudis de Longchamp pour venir... faire la retape, c'est pas le truc, mais venir faire de la promotion en tant que Tony Parker, puisque tout ce qui touche, il fait un peu d'or avec tout ce qui touche. Donc, on aurait aimé le voir un jeudi à Longchamp pour appuyer le projet. Pour des raisons de calendrier, parce que Tony Parker, il a un calendrier. Il est à Roland-Garros quand même. Hein. Oui. Bon, pour des raisons de calendrier, mais ça va pas tarder. Il va bientôt communiquer sur Jockeys. Donc ça arrive, on voit régulièrement Laurent Brunto également qui est très impliqué, Laurent. Qui est très impliqué, qui est actionnaire. Hein, qui est cofondateur aussi. Qui est cofondateur aussi. Vous êtes combien de cofondateurs? On a Clément Tropré, on a Tony Parker, on a vous, on a Laurent Brunto. Et Laurent Brunto et Pirates Labs, qui est un Labs Web3, c'est-à-dire la partie technique, et qui ont fait notamment plusieurs jeux à succès comme Dogami ou Cross the Age pour ceux qui. Alors que répondez-vous à tous ceux, ou faire l'avocat de tous ceux qui, pour moi, on ouvre, lorsqu'on ouvre des horizons, c'est bien, on ouvre des parts de marché parce que le procès qui vous est fait régulièrement, c'est de ne pas reverser d'argent à la filière, éventuellement de piquer, pas à vous, à tous ceux qui sont venus sur le web 2.0, c'est pas vous, hein, le web 2.0, qui sont venus travailler sur les courses sans venir sur le pari hippique pur tel qu'on le connaît. Hein, vous ne permettez pas de jouer au quintet. On vous dit mais non, vous piquez des clients au PMU, je grossis le trait, mais c'est un peu ça. Vous piquez des clients aux opérateurs PMU. C'est un procès qu'on vous fait régulièrement. Hein, on vous demande à quoi vous servez, pourquoi vous faites ça et pourquoi vous voulez prendre les clients du PMU. Comment on justifie cette position qui est un peu une position hybride par rapport à l'écosystème traditionnel tel qu'on le connaît? Alors nous, on a une vision très claire, c'est que déjà, on souscrit pleinement à la vision contributive de la filière. On l'a compris depuis le début. Moi, les premières personnes que j'ai pitchées sur ce projet, c'est Monsieur de Rothschild et Monsieur Barjon, que je suis allé voir, que j'ai réunis dans la même réunion pour leur expliquer l'intérêt de Jockeys pour les courses et surtout pour l'avenir des courses. Ils l'ont parfaitement compris. Et puis derrière, on est allé voir les associations de jockeys. Donc ADJ, Bertrand Lestrade, Thierry Gillet et puis SEDJ de Stéphane Meunier, avec qui on a également signé un partenariat. Vous avez contracté avec les deux associations. Absolument. Et puis derrière, on est allé voir chacun des jockeys qui ont chacun signé un contrat personnel, plus réaliser un shooting photo. Contrat rémunérateur. Absolument. Donc nous, on reverse une part substantielle de notre chiffre d'affaires à la filière, une partie aux sociétés mères, une partie aux associations et une partie aux jockeys. Donc on ne peut pas nous taxer de ne pas reverser à la filière et de ne pas surtout avoir pris la conscience et la compréhension politique de ce microcosme et de ses codes. Bonne réponse, Julien. Deuxième question. L'ennemi du joueur, enfin l'ennemi de l'humain en manière générale, et peut-être plus pour le joueur, c'est le temps. Voilà, on court après le temps. On passe, Julien Philippon le sait, on passe nos journées lorsque l'on est joueur à courir après le temps, à réfléchir la course, à jouer la course et à regarder la course en essayant d'être, dans les temps. J'imagine que de jouer à Jockeys, c'est assez chronophage, ça prend du temps, il faut étudier les courses. On peut faire les deux finalement, hein. On peut étudier les courses pour son papier et aller jouer chez son opérateur favori, mais également chez vous. Combien de temps ça prend dans une journée si on veut faire un bon jeu sur Jockeys ?
Alors, ce qui prend du temps, c'est d'acheter les cartes, parce que les cartes sont vendues soit aux enchères, donc il faut enchérir et surenchérir contre les autres utilisateurs. Donc on est sur un système d'eBay, hein, je parle pour les vieux qu'on est, voilà, d'enchères. Exactement, Voilà. c'est un système d'enchères à l'anglaise, donc une carte est mise aux enchères pour un laps de temps X, donc par exemple 48 heures, et puis il y a des enchères, des surenchères, celui qui a la dernière enchère au compte Il à rafle rebours, la carte. il gagne la carte, enfin il achète la carte. Ou alors vous pouvez les acheter directement sur le marché secondaire à d'autres utilisateurs qui les mettent en vente. Et donc là, c'est beaucoup plus rapide. Vous pouvez d'ailleurs même faire des offres, c'est-à-dire que si quelqu'un vend une carte 30 €, vous pouvez lui proposer 25 €. Il peut refuser ou accepter. Ça va plaire à Samy, ça. Bien sûr. Il aime bien ça. Et faire le jeu, en fait, c'est très nouvelle tech. Donc justement, c'est ultra rapide. Alors évidemment, vous pouvez faire le papier pendant des heures et des heures et des heures, mais on vous met à disposition. Là, il y a déjà pas mal de data qui sont mise, et on nous l'a souligné plusieurs fois, de façon ultra moderne et un peu disruptive devant les yeux des utilisateurs, et un peu différente parce que nous on est basé sur les jockeys, donc il y a des datas qu'on renvoie que personne ne renvoie. Il y a d'ailleurs un comparateur de jockeys qui sortira dans 2 semaines. On va pouvoir mettre 2 jockeys face à face et avoir toutes les datas de l'un contre l'autre. Et donc on vous éduque, on vous fait de la pédagogie pour que justement l'expérience d'utilisation soit pas hyper chronophage. Et globalement, une fois que j'ai acheté mes cartes, et que je sais pas, j'ai 20 cartes, j'en sais rien, et que je fais 2 compétitions par jour, donc de 2 compétitions de 7 cartes chacune, je peux mettre 3 minutes à faire mon équipe. Donc c'est finalement assez simple. Ce que je vous propose, parce qu'on est appelé à se revoir, hein, Julien Mirabel, je regarde mets dans ma tête le planning de Radio Balance. Tout le mois d'août, bien évidemment, on est aux Ammonites à Deauville. En juillet, on va faire une longue escapade, je vous en parlerai un peu plus tard, à Vichy. Mais on a peut-être un créneau fin juillet pour vous venir avec un de vos joueurs. Un joueur, un mec qui s'est impliqué dans Jockeys et qui vient nous expliquer quelle est ses techniques de jeu, comment il achète ses cartes, comment il fait ses jeux, comment ceci, comment cela. Ce serait intéressant aussi de savoir de quel support il se sert, de quel site internet, sur quel site internet il vient pusher ses informations, parce que s'il est très Jockeys et peu course, il va falloir quand même qu'il trouve un site internet, Paris Turf, Equidia, Canal Turf, ce qu'il veut, pour aller chercher les bonnes informations, pour jouer et acheter les bonnes cartes. On est bien d'accord avec ça ? Normalement, il va trouver toutes les informations dont il a besoin sur Jockeys directement. Que sur Jockeys ? Normalement, il y aura toutes les informations, il y a même des informations qui sont données par personne sur Jockeys. Rendez-vous est pris, on se retrouve dans un mois, je sais pas, peut-être le dernier vendredi de juillet pour parler de cela. Ça vous va ? Impeccable. C'est fait. Merci Julien Philippon d'avoir participé à ce dialogue. Bon week-end à tous. Merci Julien, on vous retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, merci Julien Mirabel de faire fait ce crochet par le Cardinal. On va maintenant parler de trotteur avec Kevin Romain qui vient de nous rejoindre et depuis le sud-est de la France, Alexandre de Koopman. Restez en ligne, nous sommes toujours là. Avec nous, notre invité du jour, il s'appelle Jonathan Van Merbeek, il est entraîneur de river, installé à Grosbois, on parle de trot bien évidemment. Bonsoir Jonathan Van Merbeek. Bonsoir. Alors, je me suis posé la question, Van Merbeek c'est belge ? Ouais, c'est d'origine belge, hein, mais mon père est déjà français. Hein. Ouais, non, je suis belge, mais je suis français. Hein. Non, mais je comprends. Attendez, je fais pas d'ostracisme. Je sais que c'est. Non, vous êtes né où ? Je suis né à Senlis. À Senlis. Ah ouais, d'accord. Donc vous êtes quand même pas bien loin du nord. Et vous en êtes venu comment aux chevaux ? Parce qu'à Senlis, à part Guy Verva, je connais pas grand monde. À vrai dire, moi j'ai connu les courses par Chantilly, au galop, quoi. Hein. Ouais. C'est-à-dire que vous auriez pu. J'étais à l'école de Gouvieux, il m'a dit que j'étais trop grand et trop gros. Alors du coup, il m'avait dit d'aller dans les trotteurs que je connaissais pas et je regrette pas aujourd'hui. Sinon, quoi. À la base, vous auriez pu être jockey ou travailler dans le galop. C'était le but. Bah voilà, ouais, moi j'ai connu les courses là, quoi. D'accord. Et parce qu'au trot, vous avez quand même fait pas mal de maisons, hein, on peut le dire. J'avais commencé chez Jackie Bétoir, qui était à côté. À Chamant. Voilà. Jackie Bétoir à Chamant, Ulf Nordine à Chamant aussi. Ouais, mais chez Ulf, j'ai fait Grosbois et sa campagne. Hein. D'accord. Ensuite, Pascal Dollier. Ouais, j'avais fait Xavier Thévenet aussi. Xavier Thévenet, un homme du Nord, hein, Xavier Thévenet. Hein. Ouais, la Seine-Maritime, ouais. C'est ça, ouais, du nord de Paris, quoi. Moi, ça me va. Non, je dis du Nord parce que je le voyais souvent à la Capelle, il y avait toujours des Thévenet qui venaient courir. Et donc, voilà, et puis vous avez fait votre trou, hein, vous êtes installé depuis, vous avez 37 ans, vous êtes installé depuis 2015 ? Ouais,
c'est possible. Ouais, Dans ça ces doit eaux-là faire 8 ans, ouais, un truc Ouais, comme ça. c'est Ouais, ça, 7 ans, 8 ans. exactement, c'est ce ça. que j'avais compté. Et alors, je vous ai appelé parce que vous allez être, je pense, sollicité parce qu'il n'y en a pas un qui fait comme vous. Vous avez 3 partants dans les 3 belles courses, les groupes 1 de montée dimanche à Vincennes. Vous avez dit, je me fais plaisir. Alors, se faire plaisir aux courses, c'est une chose, mais je me dis que dans la masse, peut-être se passer des petites choses parce que régulièrement, les entraîneurs qu'on reçoit, Samy Boisorn est témoin, c'est notre réalisateur, les entraîneurs qu'on reçoit performent. Hein. On salue Nicolas Clément. Nicolas Clément, deuxième du Jockey Club la semaine dernière, du Diane. Voilà, donc moi je me dis. J'espère que ça va continuer alors. Voilà, bah ouais, non, mais il va falloir s'appliquer, mon cher Jonathan. Donc je me dis quand même qu'il peut se passer des choses autour de vous ce dimanche. Est-ce que j'ai bon? Est-ce que le prix d'essai, le président et le Normandie sont des courses que vous avez particulièrement préparées avec vos chevaux qui seront outsiders, les 3? Bah ouais, de base, vraiment, c'est vraiment pour se faire plaisir. Hein. Avant le coup, ça va être compliqué quand même. Hein. Avec le propriétaire, on a trouvé ça super cool de se lancer dans la bataille, quoi. Et voilà. Ma meilleure chance, je pense que c'est plutôt Cantabella. Dans le président. Dans le président, ouais. Dans le Normandie, Jacques a dit, je pensais qu'il était prêt le dernier coup, il n'a pas très bien couru. Alors bon, on a essayé de préparer ça au mieux, on verra bien, mais bon, je pense qu'il est barré quand même. Et puis la pouliche, là, dans le prix d'essai, c'est un coup d'essai, voilà. C'est un coup d'essai. Je pense qu'elle est capable de marcher 15 la distance, alors ça va pas nous mettre une rue, quoi. Hein. D'accord. Et pour vous, celle qui vous semble la plus à même de performer, c'est bien Cantabella dans le président. Bah, je pense, hein, à Caen, elle courait super bien. La dernière course, elle a fait la faute, mais il y a une petite vague. Mais j'aurais bien voulu la voir finir. Et je pense qu'elle aurait été dans le coup. Alors, c'est un peu les mêmes. Alors, bah, écoutez, on va noter ça. Le Normandie, vous aurez, on s'arrête sur chacun des chevaux. Jacques Alibroué. Jacques Alibroué, ouais. Voilà. Bon, on le connaît bien. Hein, il a été 4e du président l'année dernière. Du coup, à vrai dire, c'était là qu'on s'était lancé le défi d'essayer d'en avoir un autre pour l'année d'après, quoi. Et puis, du coup, lui fait le Normandie. Puis on a réussi à en trouver d'autres pour faire les 2 autres. Alors, c'est encore mieux. D'accord. Et puis, on a le prix d'essai avec Lady Queen, qui est quand même plaqué pour la première fois. Totalement. Bah ouais, on l'a travaillé et monté, ça peut passer. Hein. Elle a fait la faute, mais elle allait vite. Alors voilà, on va voir. Vous l'avez travaillé, monté, débuté, parce qu'elle a le début de montée, hein, c'est le prix d'essai, un prix d'essai. Ouais, à début de montée, ouais. Florian est venu à la maison, à Grosbois, l'a travaillé. Qu'est-ce qui vous a incité à la présenter dans cette spécialité nouvelle pour elle? C'est son modèle, son origine. C'est une fille de Cristal Monet. Je cherchais un cheval à mettre dans la belle course, voilà. D'accord. C'était la seule. Vous êtes allé dans les box, vous avez regardé ce qu'il y avait de bon pour courir dans cette génération-là. Hein, c'est un peu ça. Parce qu'on aurait pu. Regarder, on va mettre celle-là. on aurait pu peut-être y mettre le cap. On en a parlé la dernière fois lorsqu'on s'est vu à Vincennes. On avait dit mais comment? D'allure, j'ai pas très bien le cap. Alors du coup, voilà. à vrai dire, au début, j'ai même dit tiens, on va peut-être la mettre aussi dans la belle mais attelée, mais il est pas bien. Alors, lui. Il aurait été bien, on l'aurait mis, mais il n'est pas bien. Donc à voir dans d'autres conditions sur le cap que j'aime beaucoup. L'écurie de Jonathan Van der Merbeek, c'est une trentaine de chevaux. Hein. C'est ça, ouais. À peu près une trentaine de chevaux. C'est 30 max. Hein. Ouais, 30 max. C'est un cap que vous vous êtes fixé de manière volontaire? Bon, déjà, moi, j'ai que Grosbois, hein, j'ai pas d'autre chose. J'ai une cour de 30, alors de toute façon, on peut pas aller beaucoup plus. On peut pas aller beaucoup plus. On n'a rien acheté encore à la campagne? Non, on en parle, mais il va peut-être falloir que je me décide parce que après ça passe et puis on ne sait pas. Le meilleur cheval de l'écurie en termes de gains, c'est Fuego du Mortier, hein, qu'on connaît bien, un cheval qui est bien partout, hein, bien sur la distance. Fuego, maintenant il est vieillissant, hein, il est bien sûr. Le papy maintenant, oui, papy d'écurie. Un peu comme Samy Boisa, mais il y a quand même des, on a le droit de le dire quand même. Voilà, il y a quand même des chevaux qui ont montré de la qualité, je pense. Bon, Jacques Alibroué est en piste, mais il y a Cindy Jeep.
Ouais, Hyacinthe, c'est un vrai cheval de quintet. Hein. On va le voir courir des quintets, je pense. Hein. C'est un bon cheval. Ouais. Toujours avec vous au sulky, parce que je disais entraîneur de river, mais vous n'hésitez pas à laisser votre place. Ouais, en région parisienne, beaucoup. Ouais. En région parisienne, j'aime bien laisser. Parce que vous sentez pas, vous préférez les pistes de province, les pistes plates, genre Rouen-Mocanchi, ça vous va bien, et vous dites que à Paris, c'est peut-être plus une course pour des catch river. Bah, un petit peu quand même. Hein. De toute façon, c'est toujours les mêmes qui gagnent les courses, hein, donc on va pas se voler la face. Hein. À bien y regarder, oui. Mais ouais, bien sûr. Je préfère les laisser entre eux. Ouais. Alors, question que je voulais vous poser, on a des courses de L, dont le prix d'essai dimanche à Vincennes. Votre meilleure L à ce jour, outre Lady Queen, qui, si elle est au départ d'un groupe 1, est un c'est le cap, hein, comme vous en avez parlé tout à l'heure. Ouais. Le cap que vous avez acheté à réclamer, hein, à Thierry Duval d'Estaing. Ouais, c'est ça, ouais, on avait bien fait tout de suite. Et bah, là, il a un petit problème d'allure, alors il va falloir qu'on aille au garage, comme on dit dans le milieu. Bah, ouais, il est pas top, quoi. Le garage, on va le remettre un peu au pré, attendre que ça se passe, éventuellement faire les soins qui vont avec, et puis on reverra ça. Voilà. Donc, on va peut-être préparer le meeting d'hiver de la fin d'année, hein, avec lui. Ouais, voilà, ouais, c'est ça, ouais. C'est un peu l'idée. Ouais, ça sera un choix à suivre. Vous avez une dizaine de 2 ans. Est-ce qu'il y a des chevaux que vous avez trottés et qui sortent de l'ordinaire? On en a qualifié 2 hier, c'était les premiers qui allaient au qualif. C'était les 2 qui avaient plus de boulot. Non, d'extraordinaire, je pense pas. Vous avez le frère de Lady Queen, je me trompe? Ouais, on l'a qualifié, ça sera peut-être un futur cheval monté, lui. Vu l'origine, bien sûr. Bien sûr. Ouais, j'aime bien. C'est un petit dur, Gord Parker, quoi. Voilà. C'est ça. C'est un petit dur qu'il sera à voir surtout au monté, je pense. Comment vous recrutez vos propriétaires? Sur les gens qui spontanément viennent vous voir ou vous démarchez Ouais, ils viennent me voir. Jamais c'est pas moi qui ai fait le premier pas. D'accord. Ouais. Vous travaillez comme ça. Souvent, on vous voit, alors vous dites que vous n'aimez pas, enfin, vous aimez bien faire appel à Paris à des catch rivers, parce que c'est vrai, vous avez raison, ce sont souvent les mêmes qui gagnent à Vincennes, parce que c'est une piste extrêmement technique et qui tente à le devenir de plus en plus. Mais on fait souvent appel à vous aussi, hein, vous êtes le catch driver d'autres entraîneurs en même temps. C'est pas paradoxal. Oh, moi, maintenant, j'ai trop de chevaux à moi pour aller aux courses pour l'extérieur. Du coup, maintenant, voilà, je reste juste avec mes chevaux beaucoup, là. Très bien. Dans la semaine qui arrive, outre ce dimanche, parce que je suis persuadé que dans la masse, il y en a un qui va très bien se comporter, peut-être pas nécessairement Jacadi Brouet. Dites-moi, est-ce qu'on a un gagnant pour la semaine qui arrive, Jonathan? Important pour les auditeurs de Radio Balance. Bah, le lundi, le lendemain, je vais au Croisé-la-Roche. Ouais. Si on n'a pas fait trop la fête. Mais je vous souhaite de faire la fête. Il a une chance, lundi au Croisé-la-Roche, là. Mais c'est pas PMU, alors... Ah non, mais c'est peut-être sur The Turf, parce qu'on a beaucoup de... Je pense que c'est sur... les réunions du lundi, elles sont sur The Turf. Donc on l'a. Ben, super. Merci Jonathan d'avoir fait ce détour par Radio Balance. On va maintenant se tourner vers Kevin Romain. Peut-être une question, Kevin, pour Jonathan? Oui, peut-être parce que son écurie a aussi pris un petit envol, on va dire, je ne voudrais pas dire de bêtises, il va peut-être le confirmer, depuis l'arrivée d'un propriétaire, Denis Haddad, qui a beaucoup investi avec Jonathan. J'aimerais savoir déjà comment s'est fait le relationnel entre eux et qu'est-ce qui a changé un petit peu ces 2-3 dernières années. En termes de gains, c'est vrai que l'écurie tourne vraiment très très bien et on a l'impression que les deux personnages s'entendent bien. Donc s'il peut nous expliquer un petit peu comment ça se passe entre eux. Bah ouais, avec Denis, c'est vrai qu'on a une super complicité, ça se passe super bien. Je pense qu'on est des chanceux, quoi. C'est comme ça, je pense que c'est la vie, c'est comme ça, c'est la chance. J'avais monté une jument quand j'étais apprenti à Denis, qui était chez Dominique Blond. C'était la mère de Houston Berry, puis Denis du coup m'a envoyé Houston Berry, parce que c'était plutôt un cheval monté. Et puis c'est parti comme ça s'est bien passé, et puis après il en a acheté d'autres, ça se passe bien, et puis voilà, ainsi de suite, quoi. Et c'est vrai qu'avec Denis, ça se passe bien. On a de la chance, quoi. Pourvu que ça continue. Pourvu que ça dure, comme dirait... C'est un super jockey monté aussi, Jonathan Van Wyck. Il a notamment monté Alto de Viette à l'époque et avec lequel il a réalisé de très belles choses. C'est l'un de nos meilleurs étalons aujourd'hui, Alto de Viette. Personne n'en parle, mais un Alto de Viette, on va le dire, ça trotte. Ça, au moins, un Alto de Viette, ça trotte. Ça, c'est sûr. C'est pas cher et ça trotte. On va dire que c'était le rédicage des pauvres. Exactement. Et puis, il s'avère que maintenant, il a bien fait son bonhomme de chemin. Ouais.
Exactement. Et l'année dernière, vous avez réalisé avec plus de 500 000 euros de gains votre meilleure année. Je pense qu'on va passer le cap cette année encore, hein. On va crescendo, hein, Kevin. Bah ouais, ce qu'il y a, c'est que pareil, hein, au début, moi je partageais la cour avec Jean-Paul Piton, hein, on avait 20 chevaux, maintenant on en a 30, alors c'est normal qu'aussi que tout augmente, quoi, hein, heureusement. C'est vrai, tout augmente, l'effectif et les gains qui vont avec. C'est fantastique. Ouais. Écoutez, les pronostics qui vont suivre, c'est avec Kevin Romain et Alexandre de Koopman. Merci Jonathan. Et toute l'équipe de Radio Balance vous souhaite de passer un très bon dimanche. Eh ben, j'espère bien en tout cas. Merci Allez, Jonathan. Allez, à dimanche. Merci, bonne journée, merci, au revoir. Mais après cette interview éclairante de Jonathan Van Merbeek, direction les pronostics du trot, avec vous, Kevin Romain, et avec vous, Alexandre de Koopman. Salut Alex. Bonjour Dominique, bonjour tout le monde. Bon, on a 4 groupes 1 dans cette réunion, le Balière, ensuite les 3 courses auto-montées. On va commencer avec le prix de Grasse, c'est le Z5, le prix RMC, 16 au départ. Une course qui tient la route, hein, Alexandre. Oui, c'est vrai que le lot est très intéressant, même si on aurait évidemment aimé avoir le prix René Balière comme support de Z5 événement, mais on a des très bons J qui sont juste en dessous des meilleurs en tout cas. Donc non, épreuve, comme vous l'avez dit, intéressante. Ouais. Bon, votre favori, Kevin, je sens du Joscott Fitz là-dessous. Non. Non, je vais continuer mon petit abonnement. La dernière fois, je pense que Philippe Daujar a un peu pris la température face au tout meilleur de la génération. Je reste persuadé que Jet Express est capable de rivaliser avec ceux-là. Maintenant, il faudra voir si Philippe Daujar va faire du Philippe Daujar ou s'il va un petit peu se transformer comme il l'avait fait l'avant-dernière fois quand il a gagné. S'il se transforme un petit peu, je pense que Jet Express est capable de mettre tout le monde d'accord parce que c'est vraiment un cheval de très grande qualité. Il reste ferré, mais il a toujours été ferré dans sa carrière, donc pas d'inquiétude par rapport à ça. Voilà, il affronte évidemment des chevaux déferrés, donc c'est un peu plus dur, mais je pense qu'il a la capacité pour rivaliser avec ce genre de chevaux. Et je lui oppose directement Joscott Fitz, mais surtout Jangovici, le numéro 9, qui la dernière fois, je pense, aurait certainement gagné s'il n'avait pas fait la faute. Exactement, on s'en souvient, on voit très bien la faute. Il finissait en bout de canon, il s'est perdu dans ses allures. Vous avez ri lorsqu'on a parlé de Jet Express, Alexandre? Non, parce que j'adore ce cheval également comme Kevin. Je pense qu'à l'avenir, c'est peut-être le plus intéressant, celui qui a le plus de marche parmi ceux-là. Après, j'ai peur que Philippe Daujar, face à ces lots-là, façonne encore. Donc, je l'ai gardé, moi, en 4e position, mais ouais, je suis un fan aussi de ce cheval-là. Votre favori, justement, c'est qui? J'ai mis timidement le 10 Joscott Fitz. Il fait quand même un truc la dernière fois. C'était pas sa distance. Voilà, il n'a pas eu la bonne course, il n'a pas démérité. Donc s'il a bien récupéré, il peut tout à fait enlever une épreuve comme ça. On a le 16 Jericho qui a bien couru face au vieux dans le prix Jean Rio. On a le 9 Jangovici. Vincent Martin était très content de sa course face au vieux justement dans le Jean Rio. Il était très content de la performance de son cheval par rapport à ses aînés. Très content. Ouais, mais je pense que s'il venait à gagner, il n'y aurait pas du tout à l'engagement dans cette épreuve-là. Le 9 Jangovici, on en a parlé, c'était top la dernière fois. L'As que j'ai mis Jet Express juste ensuite. Après, j'ai gardé un outsider que j'aime bien, c'est le 3 Onyx Speed, qui a joué de malchance en dernier lieu à Vincennes. Il aurait pris une bonne place. Derrière le 4 Cherry Top. Et ensuite, il y a pas mal d'hésitations. On peut parler du 14 Charmy Charlias, ou même du 15 Illusion J-Pad, ou encore du 5 Just Midi. Mais c'est vrai que la victoire, à mon avis, ça devrait jouer entre 10, 16, 9 et pourquoi pas l'As. Vous avez un outsider qui n'aurait pas été cité par Alexandre, Kevin? Non, je crois qu'il a tout dit. Oui, on peut peut-être rajouter éventuellement Ipalio pour une 4-5e place. Mais avant le coup, pour la victoire, oui, on va rester plutôt sur les 5 ans qui semblent être un peu meilleurs. On commence cette réunion au long cours, en 9 courses à Vincennes avec le prix Ouest France. C'est un groupe 3 avec 8 concurrents au départ et Crack Time Atou qui a fait le vide dans la course, Kevin. Oui, c'est vrai qu'avant le coup, ça semble être couru d'avance, même s'il faut faire quand même attention qu'il n'y ait pas une course trop tactique à 8 partants. Voilà, il faudra quand même être attentif à comment va se dérouler la course, mais avant le coup, c'est vrai que ça semble être le cheval qui peut gagner cette épreuve. J'ai bien aimé Xar la dernière fois, le numéro 7, qui a fait un parcours sage à la corde et qui est venu très très bien finir. On le sait que c'est un cheval de grande qualité. Emmanuel Varin attend énormément avec lui. Mais je pense qu'il peut être au moins 2e d'une épreuve comme celle-ci. Est-ce que Xar ne sera pas désavantagé par la configuration technique de la course à course Alexandre? Parce qu'on peut s'attendre à une course qui ne va pas rouler nécessairement. Et lui, il a besoin que ça roule. Alexandre. Oui, ça peut, mais quand on regarde un petit peu son palmarès, on voit que c'est un parcours qui lui plaît vraiment beaucoup.
Voilà, après Kraktak Matou, on sait, hein, lui, il peut être désavantagé par la distance, mais quand il va venir, je pense qu'il est capable d'envoyer d'un peu plus loin. Donc, au bout d'un moment, ça va se décanter la course. Donc, non, Xar, je pense qu'il conserve vraiment une très bonne chance. La dernière fois, il a montré que Ferré, il était capable de rivaliser. Donc, voilà, je suis assez d'accord avec Kevin. Je rajouterai moi un petit outsider, c'est le 4 Keep Going, qui a vraiment joué une malchance en dernier lieu. Il s'est retrouvé derrière un cheval fautif. Donc il a perdu des rangs et attention, je trouvais qu'il avait du gaz, ça peut être voilà, le petit outsider. Prix de série dans la deuxième, des vieux chevaux. On est à l'attelé, des chevaux n'ayant pas gagné 269 000, 8 à 11 ans. C'est le prix de Nel avec vous, Kevin. J'adore Gims Duplessis, le numéro 9, élève de Philippe Boutin, qui est capable de faire de très grandes choses quand il est dans de bonnes dispositions, associé à Eric Raffin. Même s'il a le 9 derrière l'autostart, je pense qu'il est capable de s'imposer. Et j'aime bien Galago du cadran, le numéro 3. Je ne vais pas être très inventif dans cette épreuve, mais je pense que c'est 2 chevaux qui doivent lutter pour les 3 premières places. Alexandre, c'est une catégorie que vous connaissez bien. Ouais, Gims Duplessis, il avait été impressionnant l'année dernière à pareille époque sur ce parcours et je crois que malgré le 9, il peut gagner. Je suis OK pour le couplet gagnant en 9-3. Et après, il faudra essayer de trouver un petit outsider. Ça peut être le 11 Grèce qui est en forme. Ça peut être également le visiteur du Sud-Est, le 7 Goodman Turgo, qui a fait des trucs sur la vitesse. Et j'ai rencontré Stéphane Singlan ce matin, il était assez confiant, donc pourquoi pas pour une belle cote. La troisième, c'est le premier groupe 1 de l'après-midi, c'est le prix d'essai, la finale de l'étrier des 3 ans. 13 au départ, la bouteille à l'encre, Kevin. Pas évident. Je pense quand même que Lutin des Bordes, le numéro 10, en étant plaqué des 4 pieds pour la première fois, est capable de gagner cette course. Je pense que Little Aurélie, le numéro 13, sera sa principale opposante. Elle a été impressionnante ces derniers temps, même si elle paye pas de mine, elle est assez petite, mais elle se donne vraiment au maximum et à chaque fois elle répond présente. Donc évidemment, on va compter sur elle. J'aime bien Lysia Desagets, également le numéro 9. L'entraîneur de Le Voyou d'Almo, Charles Éloin, est très confiant avec lui. Il sera muni d'un débouche-oreille pour la première fois et il sera plaqué des 4 pieds cette fois-ci. Donc voilà, ce seront mes chevaux de la course. Après, on peut rajouter Lexi de Banville également, le numéro 8. Voilà, j'en ai cité un petit peu beaucoup, mais je pense que la course est ouverte. Ça tourne autour de ces 5. Moi, j'aime bien le Voyou d'Almo, Alexandre. Ouais, ben moi aussi, en fait, c'est mon outsider de la course, un cheval dur que je suis depuis ses débuts. Il est plaqué au trot monté cette fois et ouais, je serais pas surpris d'une belle surprise de sa part. Donc, je suis un peu sur la même longueur d'onde que vous, messieurs. Forcément, le 13 Little Aurélie, par rapport au fait qu'elle soit confirmée, qu'elle ait plus d'expérience que certains, maintenant, c'est pas forcément un péno. J'aime bien Lutin des Bordes aussi, qui est plaqué pour la première fois sous la selle. Et le 4 Luminous Star, apparemment, qui a très bien travaillé au trot monté. Ça peut être pourquoi pas la surprise, mais c'est très très ouvert cette épreuve. Forcément, on a Lysia Desagers, on a Lovissime, hein, le numéro 7, on a également Lexi de Banville. Voilà, après, il faut faire des choix, mais je mettrais bien une pièce à la place sur le Voyou d'Almo, comme vous. Alors, ce sera la 5e, c'est le 2e groupe 1 de l'après-midi, le prix de Normandie, 16 au départ. Sur le papier, c'est comme ça, c'est peut-être un duel entre Jean Balthazar et Jasper Descharmes. Avec vous, Kevin. Oui, Jean Balthazar, ouais, j'aime beaucoup Jasper Descharmes. Hein. Je pense que sa dernière course, jour J, hein. Sa dernière course a montré qu'il était capable, qu'il était revenu à un bon niveau. C'est le vainqueur du dernier prix du président de la République. Voilà, il va tenter le doublé avec le Normandie, donc c'est jouable. Évidemment, Jumba de Guez sera également à suivre. On a parlé de Jean Balthazar. Et puis, je me méfie tout particulièrement de Jason, le numéro 9. Vous aimez bien celui-là. Qui va débuter au trot monté. Je pense que ça peut être le coup marrant à tenter. Alexandre. Moi, les deux basirs, hein, le 10 Jumba de Guez, hein, qui avait couru une fois un déféré des 4 pieds au trot monté et qui avait gagné le prix Jacques de Bellouet. Le 12 Jasper Descharmes, attention, lui, c'est la première fois qu'il est déféré des 4 pieds au trot monté. Et je trouve que le 8, un Jéroboam d'érable, est quand même de plus en plus impressionnant. Donc la victoire entre ces trois-là, évidemment le 16 Jean Balthazar qui est incontournable, le 11 Giga Pride sur un bout qui sait aller très vite, et ce numéro 9 Jason qui peut créer la surprise. La 6e, si je ne m'abuse, oui, la 6e, c'est le René Ballière, qu'on appelait autrefois le championnat européen. 4 à 11 ans, 12 au départ, 2100 mètres, avec un cheval qui nous doit une revanche chez Ida Outillard après la pâle copie rendue dans l'Elite Lop où il n'est pas parvenu à s'imposer à l'issue de sa batterie. Est-ce que c'est votre favori, Kevin ?
Oui, logiquement, Idaho Tiar, c'est un monstre, même si ça s'est mal passé dans l'Elite Lobe. Je pense que ça reste quand même le meilleur en C'est un activité. euphémisme. Hein. Oui. Non, parce qu'à traverser l'Europe pour faire ça, c'est quand même... bon, Oui, on n'a pas le droit. Oui, mais on s'est les laissé courses. tenter, on a Voilà. essayé, et malheureusement, le pari n'a pas été gagnant. Donc, revanche et balle neuve, on va dire, pour Idaho Tiar dans cette course-là. Qui est mieux placé qu'Orsi Dream au départ. Hein. Il a le couloir 4, le meilleur le couloir 4, le meilleur qui soit. Orsi Dream s'élançant du couloir 7. Alors, c'est pas forcément mon cheval de cœur, Orsi Dream, mais je dois avouer que dans l'Elite Club, il a franchi un cap, je pense. Je sais pas s'il franchit un cap, en tout cas, il a été extraordinaire. Ça, c'est sûr que je sais pas si on pourrait l'avoir aussi bien, enfin, en tout cas mieux que cela. J'ai hâte vraiment de le voir face à Idaho Tiar parce que sa victoire dans l'Elite Club, je pense que Idaho Tiar, même à 100%, j'aurais bien aimé savoir si Idaho aurait pu battre Orsi Dream parce que ça aurait été vraiment un très très beau duel. Donc évidemment, ces deux-là, j'adore Hokkaido Giel et je reste sur lui pour être troisième en étant déféré des 4 pieds cette fois-ci. Et puis Izoard Vedakel, numéro 9. Beaucoup disent que c'est un cheval de tenue. Oui, effectivement, c'est un cheval de tenue, mais il faut de la tenue pour aller sur la vitesse aussi. Exactement, surtout sur ce parcours. Et avec le 9, je pense que on va pas s'embarrasser de tactique. On va aller tout droit, on va aller à fond et peut-être que Izoard Vedakel peut mener la vie dure à quelques-uns des favoris. C'est vrai que c'est un cheval qui peut peut-être aller pas loin de la minute en partant. On a fait le tour de la question sur ça, Alexandre. Vous avez pas grand-chose à rajouter. Hein. Le match s'annonce somptueux. Idaho Orsi Dream. Hokkaido, on sait que c'est son parcours de prédilection. Et le quatrième viendra avec Izoard Vedaki, comme vous, malgré une distance peut-être un peu courte pour lui. Dernier groupe 1 de l'après-midi, c'est le prix du président de la République. Les K, autrement dit les 4 ans. Un bien joli lot, Alexandre. Oui, c'est vrai. Course très intéressante. Je reste sur ma position avec le 9 Califlandia, que j'ai bien aimé plusieurs fois. Suki retrouve sa spécialité de prédilection. C'est un vrai bulldozer monté, donc je le vois monter sur la plus haute marge du podium. Forcément, l'attraction de la course, ce sera la présence du 14 Canad Belev pour cette tentative au tronc monté. J'aime beaucoup le 6 Karma. Je pense qu'à l'avenir, ça fera un très bon cheval. Il déférait des 4 pieds cette fois. Les débuts étaient bons. Après, il peut encore manquer peut-être d'expérience face à cela. Le 11 Kelly de Banville qui marche sur l'eau. Le 12 Kit Kat qui est déféré des 4 pieds pour la première fois. Et ma grosse surprise, ce sera l'As Kingston de Blary, qui pourrait vraiment pimenter les rapports à grosse cote. Et avec la forme de l'écurie de Clément Thomas. Avec vous, Kevin. Moi, je vais rester sur Kit Kat, le numéro 12, qui en plus sera... Très l'évêque, vous. Hein. Ouais. Souvent, j'ai remarqué ça. Il est très l'évêque. Hein, Samy, il est très l'évêque. Hein. Bon. On en touche quelques-uns de temps en temps. Ouais. Non, mais Kit Kat sera... Quand je ne les joue pas. Hein. Exactement. Je donne les informations, je joue les mauvaises, généralement. Bon. Kit Kat, je pense que, voilà, en plus, il y a ce petit élément supplémentaire, déférer des 4 pieds pour la première fois. La dernière fois, c'était magnifique quand il a eu l'ouverture. On sent un cheval qui est toujours aussi bien. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de nouveaux venus, même s'il y a Canad Belev évidemment. Il faudra voir quand même comment elle se comporte au monté, parce que l'attelée, elle est quand même fortement barrée. Il faudra fortement barrée dans le sulky. Hein. Donc il faudra voir comment elle va négocier les tournants notamment. Je suis d'accord par contre avec Califlandia. Je pense que c'est peut-être même le plus dangereux opposant à Kit Kat. J'aime beaucoup Karma, mais dans le clan Lévesque, on a un peu peur que ce soit un peu trop tôt dans sa carrière. Il manque un tout petit peu de maniabilité. Puis après, dans les autres chevaux qu'a cité Alex, je le rejoins à peu près. Hein. On aurait pu citer Kyriel Devo ou Kit Bellet aussi. Il y a beaucoup de bruit favorable d'ailleurs au sujet de Kit Bellet. Personnellement, je n'y crois pas vraiment, mais visiblement, on est plutôt confiant dans l'entourage. C'est pas ceux qui font le plus de bruit qui gagnent le plus de courses. Il faut le savoir. Je ne pas perdre ça de vue. Et non, j'ai oublié ce groupe 1 aussi. J'ai annoncé 4 groupes 1, il y en a 5. Il y a le prix Albert Viel aussi. Vraiment une belle course avec Lovino Bello, le numéro 13, Alexandre. Ouais, moi je suis un fan de Lombok-Gel, le numéro 8, que j'ai souvent donné à Radio Balance. Je trouve que la dernière fois, il a vraiment montré le bout de son nez. Il est plaqué des 4 pieds pour la première fois. On est sur 2007, ce qui va vraiment l'avantager. Ce sera mon préféré. Il faudra battre le 12, Lisa Josselin, que Jean-Michel Bazir adore. Il faudra battre également le 15, Luciano Menuet, qui sera également plaqué pour l'occasion. Ça fait 3 plaqués cités parmi mes 3 premiers, mais c'est vrai que ça peut leur permettre de faire la différence.
Après, derrière, j'ai gardé le numéro 13, Lovino Bello, le 9, Lucky Jackson. Parmi la surprise, attention, 6 London qui progresse et qui, à mon avis, va pas être ridicule dans ce lot-là. Allez, Kevin. Oui, je rejoins parfaitement Alex là aussi. J'ai un petit doute sur Lombok GL, c'est son comportement parce qu'il est très chaud avant la course. Et c'est vrai que ça peut lui jouer des tours dans un groupe 1. Voilà, 15 partants, j'ai un peu peur de ça avec lui. C'est le seul point négatif dans sa candidature, mais c'est un gros point négatif quand même. Et il peut faire l'arrivée, il peut même gagner, mais il faudra quand même qu'il soit bien disposé. Je reste aussi persuadé que Lisa Josselin, le numéro 12, est une lauréate en puissance de ce prix Albert Viel. Je lui accorde ma confiance avec Lovino Bello, le numéro 13, qui a été très bon la dernière fois et qui est très bon d'ailleurs depuis le début de sa carrière. Et je suis d'accord aussi avec London, le numéro 6. Il faudra quand même qu'elle soit un tout petit peu meilleure pour aller chercher les tops de la génération. Mais ces 2 dernières victoires sont quand même très bonnes. Et ça peut être l'outsider marrant de cette épreuve. Et voilà qui a dit. Allez, on finit cette réunion de Vincennes avec le prix Equidia Molotov. C'est un drôle d'attelage, ça, quand même. Prix Equidia Molotov, donc 16 partants sur la distance de 2850 mètres. Alors, il y a un truc qui est marrant, c'est que Jean-Michel Bazir se remet au sulky du Redla. Il n'a pas drivé depuis le mois de janvier. Il y a le feu au lac, me semble-t-il, Alexandre. Ouais, après, je ne sais pas si ça va suffire quand même. Ah ben, je vous écoute. Je suis pas sûr que ça suffise pour Urella. Après, elle peut tout à fait se placer dans cette épreuve-là. Maintenant, je pense que face à Indigo de Fontaine, le numéro 3, qui a une course dans les jambes, le 6, Hannibal Tuileries, qui n'a pas été déféré des 4 pieds depuis cet hiver, ou encore le 2 Gold Star, qui marche 12 à tous les voyages, je pense que ce sera pas là une partie de plaisir. Voilà, après, on a là Hibiscusman qui vient de rassurer, on a le 7 Arles Gemma, après, il faudra rendre la distance avec le 15 Gaspard Nangy. L'autre très intéressant qui aurait également fait un super Z5 événement. Ouais, quelquefois, il y a des journées où on en manque et là, on en a un qui nous tend les bras, on ne peut pas le prendre. C'est terrible, Kevin. Oui, je reste sur Indigo de Fontaine qui, à mon avis, est vraiment le cheval qui a le plus de marge dans cette catégorie et qui doit pouvoir s'imposer. Il y a d'autres réunions dans le week-end. Messieurs, vos chevaux, on commence avec vous. Alexandre, qu'avez-vous noté comme cela au débeauté par Mons et par Vaux? Alors, à Agen, j'en ai noté 2 demain. Le 500 Invictus du Dollar, qui a vraiment fait belle impression à Toulouse. Là, il est juste plaqué devant, mais déféré derrière. Je pense que c'est quand même le cheval de la course au sortir de numéro 1. Le 701 Carnacoud, Sébastien Garato, qui l'aime beaucoup. La rentrée était bonne à Vincennes. Là, on se déplace avec de grosses ambitions. À mon avis, c'est un penalty sans gardien. À Marseille Vivo, ensuite, le 203 Iptis, qui vient de faire belle impression à Carpentras. Il est déféré des 4 pieds. C'est la première fois sur le dur sous l'entraînement de Stéphane Singlan. Donc, j'ai vu Stéphane Singlan qui est assez confiant. Attention à lui. Le 503 Guy Fafa, qui a convaincu pour ses 2 premières sorties chez Nicolas Hench. Il est déféré cette fois. Je pense qu'au premier poteau, c'est un peu sa course. Et ensuite, un poulain que j'aime beaucoup, c'est le 603 Kiss des Rêvants, très estimé par la famille Oanessian. Il est plaqué devant première fois. Junior Gelpa, il part devant. Ça sent plutôt bon. À vous, les mêmes, de la même manière, Kevin Romain? Moi, j'ai pas grand-chose. J'ai des intérêts, par contre, sur un trotteur à Agen, Elios de Conroy, qui portera le 601. C'est un cheval qui est entraîné par Thomas Lévesque, qui a rejoint le sud-ouest de la France. Ce sera une première tentative là-bas, mais il avait bien travaillé quand il est arrivé dans les box de Thomas. Voilà, on espère qu'il va se révéler dans la région et qu'il va pouvoir s'illustrer d'entrée de jeu. En tout cas, il faudra le suivre pour la suite de sa carrière et de son été surtout. Et puis, j'aime beaucoup également dans le Trophée Vert, Ideal Green à Niort. Charles Elon est très confiant. Il fait appel à Arnaud Desmottes pour le driver. On va être certainement très offensif. Il y a en plus Harit Sassi qui a déclaré forfait dans ce rendez-vous. Ça peut être le coup marrant à tenter en tête pour Ideal Green. Eh bien, voilà qui est dit. Des intérêts cette semaine, puisqu'on parlait des intérêts de Kevin, Alexandre? Oui, demain à Marseille, il y en a pas mal. Qu'est-ce qui pourrait surprendre à la première? Le 3 Honnêtou Chivon. En ce moment, on est un peu embêté avec lui, mais pourtant, c'est un bon cheval. Il aime bien cette piste de Marseille. On peut le plaquer devant cette fois. Il pourrait tout à fait créer une belle surprise. J'aurai également Keridan Soyora dans la Réunion, un cheval qui vient de bien courir sur la piste d'Avignon. Il rend 25 mètres, donc ce sera plutôt pour une 3-4e place dans ce lot-là.
Ensuite, la semaine prochaine, au Mont-Saint-Michel, j'en ai un qui vient de faire une bonne rentrée qui s'appelle Jaffar de Liton. Il m'a beaucoup plu à Caen. S'il est bien d'allure, au Mont-Saint-Michel, ça peut être marrant. Et j'aurai peut-être un cheval qui va courir au trot monté qui s'appelle Fakir de Villodon à Vichy la semaine prochaine. Voilà, il travaille super bien. On l'a essayé monter. J'espère que ça va se concrétiser parce que pour le moment, il est en course. Il n'est pas à la hauteur de nos espérances, mais on ne désespère pas parce que c'est vraiment un top cheval. Eh bien, merci Alexandre de Coupman. On vous suit toujours sur votre page de Coupe Tuyau sur Facebook. On peut s'inscrire, rappelons-le. Et je ne sais pas si vous avez vu, Dominique, mais oui. On a sorti 2 coupes by Turf, un petit journal numérique avec des pronostics tous les jours sur les courses premium. Ça vous fait un petit journal avec des sélections super. Et pas mal d'informations. Envoyez-moi, non, j'ai pas vu ça. Envoyez-moi un exemplaire. On en parlera la semaine prochaine. Merci. Ça marche. Pas de souci. Oui, non, faites ça. Je savais pas. Voyez. Kevin Robin. Oui. Les actualités autres, non, le Parisien aujourd'hui en France, toujours. Le Parisien aujourd'hui en France, voilà, pour ce week-end, on a notamment une interview de Vitaly Tchotiola qui nous donne de ses nouvelles. Oui, il était blessé. Il était gravement accidenté, fracture ouverte du tibia droit. D'accord. Et il revient gentiment et il devrait passer un examen le 2 août prochain. Je vous laisse lire ça dans le Parisien demain. Voilà, il y a un petit mot sur lui et sur ses partants du week-end, puisqu'il aura aussi Leonardo Roch dans le prix Albert Viel et Chéri Top dans le Quintet. On dira tout cela à Gilles Barbarin, que l'on retrouve maintenant pour les pronostics du galop du week-end, avec notamment la réunion de Compiègne et le Z5 Horde. Ça vous, Gilles? Marre de parier sans jamais être récompensé? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Bonjour les amis, aujourd'hui samedi 22 juin, les courses ont lieu à Compiègne en première réunion. Il y aura notamment un Z5 dans la 4e épreuve. Il s'agit d'une course pour des 4 ans et plus sur 2800 mètres dans cette épreuve. Et comme tout le monde, j'ai bien aimé la sortie du 5 Présage Nocturne. C'était à Chantilly dans un gros handicap remporté par Sacred Spirit. Il suffirait de répéter cette course-là pour pouvoir s'imposer. C'est une très bonne base, le 5 Présage Nocturne. Le 11 Barbaté vaut mieux que ce qu'il a montré dernièrement. Il doit pouvoir le concurrencer. C'est ma deuxième chance derrière. Je rajouterai en fonction de l'état du terrain. Si c'est bien souple, je reprendrai le 4 Wood City qui est certainement encore un peu de marge. Le 14 Utamaro qui fait lui aussi toutes ses courses. Et puis j'ai toujours bien aimé Golden Call, même s'il m'a déçu cette année, je ne vais pas le condamner pour autant. Et je le mettrai en 5e, le 2, donc Golden Call en 5e. Derrière, le 10, Shelby, ça fait partie des bonnes possibilités. On va dérouler ensemble les autres courses de la Réunion. La première, je n'ai pas de bruit particulier pour les courses de 2 ans, je dirais timidement comme ça, le 10, Ocean Treaty, l'entraînement de Henri-François Devin. Et puis pourquoi pas le 7, Lia, et le 6, Lacva. Sœur de Beauboitier. Dans la deuxième épreuve, il s'agit d'une course à réclamer pour des 2 ans sur 1400 mètres. Timidement, je ferai confiance au 8 Wellington Premier qui a du métier. Je prendrai derrière le 3 au-delà des étoiles, l'entraînement de Stéphane Vattel, et puis également, pourquoi pas, le 7 Slava Ukraini qui descend de catégorie. Enfin, rien de bien terrible dans cette épreuve. La troisième, il s'agit de 2 ans. C'est les mâles cette fois-ci. Timidement le 6 Ouketo, l'entraînement de Christopher Red, et puis un entraînement qui généralement réalise la meilleure performance en débutant, c'est le 7 El Chéripa. Je prendrai El Chéripa pour des jeux avec le 6 et 7 dans cette troisième épreuve. La quatrième épreuve, on en a parlé, il s'agit de la course Z5. La cinquième épreuve, le prix Adélaïde, une course pour des pouliches de 3 ans, une classe 1. Le 8 Blush, ça fait belle impression en dernier lieu. Elle retrouve sensiblement les mêmes que dernièrement. Je la prends en base de jeux combinés. Derrière, je dirais le 3 Zundy, capable de mieux faire que ce qu'elle a fait lors de sa 5e place. C'était pour sa rentrée justement derrière Blush. Les progrès sont attendus. Et puis, je dirais également le 5 Sunny Spell, l'entraînement de Francis-Henri Graffeur qui vient de triompher à l'occasion de sa 2e sortie. La 6e, c'est la plus belle. C'est une Listed, la 5e épreuve du défi du galop, le Grand Prix de Compiègne. J'ai toujours eu un faible pour
Delaware, le 8. Delaware est sans doute, à mon avis, capable de concurrencer le 6 Scaletti. Scaletti qui n'est peut-être plus au même niveau, c'est sûr qu'il n'est plus au même niveau à 9 ans qu'il l'était par le passé, mais un terrain bien souple et cette distance de 2000 mètres vont le servir. Donc je lirai 6-8 ou 8-6. Derrière le vainqueur de l'an passé, l'As Boltol. Et puis pourquoi pas le 2 Certainland qui avait la possibilité de courir à Scott et son entraîneur a choisi cette épreuve. La 7e épreuve, il s'agit d'une course de 7-5. Là aussi, des 3 ans qui n'ont encore jamais gagné. Le 7 Inside Meters s'effectue une rentrée venant d'Allemagne, mais ce qu'il avait fait à 2 ans suffit pour lui voir une première chance. Le 7 Inside Meters, qui avait fini 2e de Super Cool et 3e de Groupe 3. Derrière, je prendrai le 4 Zeolakis, qui a très bien débuté sur cette piste. C'était le 31 mai. Et puis, pêle-mêle, ensuite, il faut savoir ce que vaut le 14 Sheriff Court, l'entraînement d'André Fable, un débutant par Blue Point et une mère à Gacan. C'est le frère de Shiraz, notamment, et de Locato Sui. Ensuite, le 10 Kendreza, ne pas condamner la 8e épreuve. Il s'agit, là encore, d'un Z5. Dans cette épreuve, pêle-mêle, je dirais le 8, la Templière, à condition que le terrain soit bien souple. Je dirais également le 2, Filippo, qui fait toutes ses courses cette année, toutes les distances également. Et puis je reprendrai les pensionnaires de Flavie Bresson, à savoir là, ce Winterland, le 9, Anagalis, et puis méfions-nous du 13, Lomez, qui a fait une rentrée, mais il a du travail. La 9e épreuve, le 5 Barbadin est revenu à un bon niveau. Puis je le prends en base derrière le 2 Nanagina, voire le 7 Gold Palace, pas condamné rapidement. Et puis là, ça One Adventure, et qui reste sur une bonne 4e place. Voilà pour cette réunion de samedi à Compiègne. Je vais parler sans doute, plus particulièrement, du dimanche à Lyon-Paris, qui est une réunion assez correcte. Bon, Dax, c'est pas mon truc, avec des chevaux que je ne connais pas ou très peu. Donc, on va se concentrer sur le dimanche 23 juin, Lyon-Paris. Dans la première, c'est un cross. La base intégrale, c'est l'As Born to be a Queen, l'entraînement de Hector de la Jeunette et de Guillaume Macaire. C'est la tenante du titre. Elle a fait une bonne rentrée en steeple. Je la prends en base de jeu. Derrière, je rajouterai le 3 Ivresse d'Estruval, le 2 Alco de Salti et le 4 Inu Tiepi. Voilà pour cette première épreuve. La deuxième, il s'agit de la coupe de 3 ans. C'est triste, 5 partants, c'est pas terrible cette course-là quand même. Alors je dirais le 2 Dundee qui a bien gagné à Chantilly, puis qui a ensuite été 2e de Global Hills à Strasbourg. Devant là, ce Paradise Storm, et en 3e, le 4 Shaney. La 3e épreuve, là aussi, c'est triste, ils sont que 5. Là, ce révolutionnaire a vraiment gagné un bon cheval l'autre jour, conseillé par Julien Philippon. Pour moi, il va regagner. L'As va gagner, révolutionnaire derrière. Pour les places, on peut retenir le 4, la Guapissima, seul restant de Christopher Head, le 3, Stunning Angel, voire le 2, Selemio. Pour la 4e épreuve du programme, Funny Berry, le 3, n'évolue plus au même niveau, mais elle a gagné sur le steeple de Lyon-Paris. Toutefois, je lui préfère là ce swing du matin, l'entraînement d'Arnaud Chaillet-Chaillet, 2 victoires en stiff et une 2e place dernièrement. Et puis là, Earl of Shannon, l'entraînement de François Nicole. Voilà, c'est les 3 chevaux de la course à mon avis. Le 1, le 2 et le 3. La 5e épreuve, c'est le grand steeple chess de Lyon. Dans cette épreuve, je ferai confiance à la jument de 8 ans, le 2 Octante. Octante qui a été 2e du Grand Prix de la ville de Nice, de Cagnes donc, et qui a ensuite observé un break. Elle a fait une rentrée en haie tout à fait convaincante, une 3e place. Pour moi, c'est le jour J, le 2 Octante. Derrière, je dirais le 3 Scatar, là c'est Master Nonantais, voire le 4 Madame de Lamballe. On passe ensuite à la 6e épreuve, le Grand Prix de Lyon. Le 2 Magellan est pour moi sur la montante, 2 victoires dans les gros handicaps. Voilà, c'est suffisant pour s'imposer ici. Derrière, je rajouterai le 7 Sacred Spirit. Lui aussi vient de gagner un gros handicap, c'était à Chantilly, devant Présage Nocturne. C'est un vrai bon cheval. Le 4 Asca est rallongé. Méfiance, entraînement en super forme de Yann et Carlos Lerner. Voilà, c'est les 3 chevaux de la course à mon sens.
On passe ensuite à la 7e épreuve. Je reprendrai le 3 Iken, pas très chanceuse dernièrement. Je lui adjoindrai pour les jeux combinés l'As Ashiktash, toujours très à l'aise sur cette piste. Le 8 Agri, excellent en dernier lieu. Derrière un cheval complètement déclassé, Society-Man. Et puis le 12, l'Arnaud, qui en dépit de ses 10 ans, est toujours en pleine forme. Et on terminera par la 8e, la grande course de haie de Lyon. Allez, timidement, le 2 Fantastic Sivola, le 3 Infrarouge qui était bien en course lors de sa chute au gros appendice dernièrement à Auteuil, le 4 Golden Park. Voilà pour cette réunion de Lyon-Paris du dimanche. Sachez qu'il y a également un Z5 lundi à Lyon. Dans cette épreuve, je vais reprendre... c'est la première course, le prix Fédération des courses du 113, c'est un handicap pour des 4 ans et plus sur 2000 mètres. Je reprendrai en toute confiance les pensionnaires de Patrice Cotier, le 10 Thunder Speed, que je vous avais conseillé récemment. Je prendrai aussi le 2 Morphe One qui vient de triompher, mais qui demeure compétitif en dépit de la surcharge. Et puis le 11 Circeo, voilà pour cette épreuve du lundi à Lyon-Paris. Voilà les amis, passez un bon week-end, à bientôt. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr.